بالقسم كريبان أرسقين نوني قد شنفت مي ثقين نوني ذا أنت قاعد تبن سمي قرثا قين ثعنا ينورجاز يلورنا اسمه أوقاس أرجز يعني تنسوث اسمه القبائل نسوث nous l'avons pratiquement éliminé de notre mémoire. Il a été absent de notre mémoire, mais il a aussi été absent de ce qu'on appelle un peu les médias. C'est peut-être aussi parce que quelqu'un qui est né dans les années 1893. Il est mort en 1964. C'est Slimane Rahmani, plus exactement. C'est une figure emblématique de la région d'Aoukas. Il est quelqu'un qui a eu un parcours de son vivant, un parcours très, très connu. Il était réputé par sa capacité à transcender un peu les drames et les tragédies qu'a vécu l'Algérie de l'époque. Et surtout aussi par le fait que c'est quelqu'un qui a réussi par ses propres moyens à parvenir vraiment au sommet même de la réussite académique et de la réussite académique en langue française. Mais c'est quelqu'un aussi qui a réussi à jumeler, ou plutôt à rassembler les trois cultures. La culture amazigh, la culture française et aussi la culture arabe. Donc, si vous permettez, c'est une brève introduction que je vais faire au sujet de Slimane Rahmani. Il n'y a pas eu beaucoup de documents qui ont été produits à son sujet, ni de témoignages particulièrement significatifs. J'ai eu comme référence principale un seul livre qui a été fait, qui a été écrit par deux personnes qui sont natifs d'Aoukas d'ailleurs. Ce sont donc des concitoyens de leur aîné, de Slimane Rahmani. C'est Nasser Mejdoub et Abdelrahman Amara. Ce sont eux qui ont écrit ce seul et unique livre, à ma connaissance, qui a été consacré donc à la mémoire, en hommage à leur aîné. J'ai également été dimanche 14 avril, j'étais en Algérie. Je me suis rendu sur les lieux même de naissance de Slimane Rahmani, plus exactement dans le village de Kharroubine. Et donc, je me suis rendu jusqu'à ces endroits chargés d'histoire, mais aussi chargés d'émotion, parce que j'étais accompagné par celui qui a un des co-auteurs de ce livre-là, Abdelrahman Amara, qui est un personnage haut en couleur. C'est quelqu'un, un véritable militant de la cause amazigh, mais qui a la particularité d'avoir quand même un parcours intellectuel assez prestigieux, puisqu'il a été diplômé de l'université de Bruxelles, où il a fait une formation d'ingénieur en électronique nucléaire. Et Abdelrahman Amara est présentement depuis 25 ou 30 ans à Aoukas. Il a tout délaissé, et donc il se consacre totalement à ce qu'on appelle maintenant dans le jargon moderne la recherche dans le patrimoine immatériel, c'est-à-dire un peu la culture amazigh. Donc il m'a accompagné dans ces lieux-là. Nous avons particulièrement visité cette école qu'a fréquentée Abdelkader Rahmani dans les années 1900. Lui, il est né en février 1893. Et donc, à l'âge de 6-7 ans, il est descendu dans cette école qu'on appelle l'école du deuxième bureau. Pas le deuxième bureau français,
mais c'est une appellation locale, le deuxième bureau, qui est une école qui a été donc construite à l'intérieur de ce village colonial français. Donc c'est une école fréquentée par l'immense majorité des enfants étaient d'origine européenne, à quelques exceptions près, dont Slimane Rahmani. Je reviendrai toujours sur cet aspect de l'école. C'est une dimension quand même assez importante dans son parcours. Et c'est pour ça d'ailleurs que je considérais que la visite de ce lieu-là était particulièrement symbolique. Donc c'est une école qui est restée pratiquement en l'état. Donc il y a la cloche des années 1900, les poignées de porte, les plafonds, le carrelage, les armoires. Il restait simplement les odeurs de l'encre violette pour ceux qui étaient les contemporains de ce liquide qu'on employait pour écrire à l'époque. Et c'était vraiment un moment chargé d'émotion parce qu'il y avait encore des enfants qui étaient là, des élèves. Ça sert toujours d'école, un peu vieillotte, un peu bouleversée par les pratiquement toute une demi-journée, qui m'ont finalement poussé à structurer un petit peu le petit exposé que je voulais vous faire. C'est un exposé, c'est-à-dire, bien modestement, c'est une entrée en matière, une sorte de déblayage, un défrichement pour essayer non pas de réhabiliter, qui suis-je d'ailleurs pour le faire, mais disons à la fois de rendre hommage à ce personnage, mais aussi pour peut-être donner lieu à un souhait qui ne serait pas simplement un vœu pieux, mais un souhait qu'à un moment donné, que des initiatives soient prises ici et là, pour que soit finalement peut-être rétablie un peu la vraie vie finalement de Slimane Rahmani. Il y a tellement de biographies qui se font, qui se réalisent actuellement, ici et ailleurs, que je pense qu'il mérite bien qu'on puisse lui consacrer des travaux à la fois dans les universités, mais aussi pour des gens qui sont poussés par une curiosité intellectuelle et culturelle, pour un peu travailler là-dessus. Une petite pause dans l'actualité, parce qu'est-ce qu'il est possible à la limite de faire une petite voie de dérivation et parler de l'actualité de ce qui se passe en Algérie. J'allais faire le lien avec notre ami libyen que je ne connais pas, je n'ai pas eu le plaisir de le connaître, parce que si c'est un Libyen, ils vivent dans la même situation. Nous vivons un peu comme le Maroc d'ailleurs. C'est un ensemble de l'Afrique du Nord, puisque nous sommes le 20 avril aujourd'hui. Il n'est pas mauvais un peu de rappeler le contexte d'abord géographique. C'est un immense bloc d'un espace, un territoire de 6 millions de kilomètres carrés. C'est pratiquement la superficie de l'Australie. C'est un immense bloc ethniquement homogène et culturellement très différencié. Mais le nom d'ailleurs, j'allais le dire, le mot de Libye, nous étions tous des Libyens au début de notre histoire. Quand on prend Hérodote, qui est le père de l'histoire dans l'Antiquité, pour lui, le Libyen, le Libou en grec, c'était à la fois le territoire et les habitants de cette région qui va de l'ouest de la mer Rouge jusqu'aux confins de l'Atlantique. Donc, si vous voulez, c'est toute cette masse de ce territoire qui était peuplé de Libyens. Nous étions des Libyens avant. Puis ensuite, bien évidemment, ça c'est un petit peu... La dénomination a changé, a été modifiée. Nous sommes arrivés donc à la Numidie, à les Maures et les Gétules, qui ne sont finalement que des appellations qui concernent des territoires géographiques. Les Numides partant de Carthage jusqu'aux confins de la Mouloua au Maroc, les Maures habitant cette région qui est maintenant le Maroc contemporain, et les Gétules qui sont finalement le nord du Sahara, qui englobe un petit peu l'actuelle Numidie, l'actuelle plutôt ce qui était la Numidie, c'est-à-dire des confins allant de Sousse jusqu'à
jusqu'à l'ouest du pays. De ce paradoxe et de cette dichotomie aussi, on en parlera tout à l'heure quand on discutera de la colonisation française aussi, parce qu'il faut toujours revenir à nos anciens démons, au sens propre et littéral du terme. Merci beaucoup. Donc, Nasser Mejdoub, je ne l'ai pas présenté. Voilà, je fais toujours des fautes de courtoisie, là. Nasser Mejdoub, c'est un poète chansonnier, musicien, artiste accompli. Il active beaucoup dans le domaine culturel. Il est l'un des principaux animateurs de l'enseignement tmazight à Oukas. C'est l'un des auteurs de ce livre. Il faudrait que vous me laissiez prendre... Voilà donc, Nasser Mejdoub et Abdelrahman Amara. Donc ce livre-là, c'est le seul à ma connaissance, donc à date, je l'ai dit tout à l'heure, sur Slimane Rahmani. C'était un travail magnifique qui est à tout à l'honneur des auteurs. Ils ont rendu un hommage à leur aîné, ils ont ouvert la voie, ils vont susciter l'intérêt de certains et permettre, il faut le souhaiter, de faire déboucher sur des travaux ultérieurs. Je le disais tout à l'heure. Je vais ajouter quand même qui est important parce que je sais que ce sont des gens très sympathiques, mais aussi qui ont fait un travail vraiment digne d'être signalé. Je dois vous dire qu'ils auraient été plus utiles et plus compétents que moi si ces deux estimables personnes étaient aujourd'hui ici à ma place. Ils auraient peut-être parlé avec beaucoup plus d'éloquence et de connaissances, ce qui signifie que je nourris l'espoir raisonnable qu'un jour ils puissent venir à Montréal, invités peut-être par la Fédération des Amazirs d'Afrique du Nord, qu'ils puissent venir ici peut-être... qu'ils puissent peut-être donner une conférence plus remplie, plus structurée, plus complète. Donc, pourquoi ce sujet? Et pourquoi est-ce une entrée en matière? Une simple entrée en matière. C'est une injustice, à mon sens, et c'est partagé même par les gens d'Aucas. Une injustice involontaire ou non, je ne sais pas, et peu importe d'ailleurs, à l'égard du sort qui est fait par notre propre société à la mémoire de Slimane Rahmani. On peut subjectivement avoir le sentiment d'un oubli immérité. C'est l'histoire d'une absence. Je le disais tout à l'heure, mais je vais le répéter parce que je l'ai écrit. Son nom est évacué de notre propre mémoire. Il est absent dans les livres d'école. Il est absent ou si peu dans les écrits journalistiques. Il est absent dans les œuvres médiatiques. Il n'y a pas de documentaire, pas de film didactique, pas de conférence. On a celle-là, cette petite. Il n'y a pas de séminaire. Et au final, il est même absent, et c'est tragique, jusqu'à une période récente dans son propre village à Oukas. Les gens ne connaissaient pas Slimane Rahmani. Abdelrahman Amara a utilisé cette expression un peu poétique, il est poète à ses heures, en disant que Slimane Rahmani est un spectre évanescent qui plane au-dessus d'Oukas. J'ai ajouté que ça signifie un peu comme le père de Hamlet, qui venait dans les ténèbres nocturnes tous les jours au château d'Elseneur à minuit, demander à son fils et aux autres siens de réparer l'injustice qui lui a été faite, parce qu'il a été assassiné, le père d'Hamlet. C'est un peu cela, en moins tragique bien sûr. Et c'est un triste paradoxe. C'est un triste paradoxe, celui d'un enseignant-chercheur. Il est enseignant-chercheur, foisonnant, vraiment très riche, qui a déployé en son temps une immense et une grande activité publique, très connue de ses contemporains, à l'époque où il vivait. Les gens le connaissaient très très bien. Et cela et face à cela, nous sommes désagréablement étonnés devant la rareté des travaux qui lui sont consacrés. Si Slimane Rahmani est aujourd'hui un auteur oublié, marginalisé, il n'est pas seul. Sa région l'est aussi. Moi, je suis d'Asfoul. Je peux en parler en connaissance de cause, encore que j'ai peut-être l'excuse de vivre, enfin d'être né dans une région médiane. Asfoul est entre Tizi Ouzou et Béjaïa, donc je suis un peu plus à l'aise pour parler de cela. Mais c'est une Kabylie, la Kabylie des Babors, la Kabylie orientale,
et la Kabylie aussi de l'Ouest, celle des Isser, de Boumerdès. J'ai le sentiment, personnellement, à mon âge, je partage avec quelques-uns, que ces deux prolongements territoriaux de la Grande Kabylie, ce qu'on appelle la Grande Kabylie, qui était une appellation strictement coloniale, eh bien, c'est perçu du haut du Djurdjurey, du Tamgout, avec un peu de dédain, un peu hautain, là, on les regarde un petit peu de très loin. De loin, parce que, il faut le dire, si Slimane Rahmani était né à Fort National ou à Azfoun ou à Tigzirt ou ailleurs, il aurait eu peut-être un peu plus de notoriété, très certainement. Peut-être aussi, il y a aussi des causes objectives qui peuvent expliquer cela. La densité des structures scolaires en Kabylie avait favorisé, privilégié dans un premier temps la Grande Kabylie, où effectivement les premiers germes des intellectuels kabyles sont sortis de là-bas, effectivement, de la région du bloc continental, Michelet, Fort National, Beni, Tizarachet. Mon père qui est né en 1902, a eu son certificat d'études en 1916 dans une petite école maritime à Boumellal, à Sidi Khalifa. Il a eu comme enseignant un instituteur, c'est Kroun Amr Kroum, qui est originaire de Tizi Rachid. Donc c'est une période où effectivement, d'abord l'accès à l'école était extrêmement limité. Il y a un numerus clausus qui a été fait dans le système éducatif, que les Français finalement avaient volontairement mis en place, pour des raisons très objectives, à la fois pour ne permettre qu'à une petite élite, mais élite au sens européen du terme, une petite élite indigène, d'émerger, pour faire fonctionner la petite bureaucratie de l'époque, les caïds, les chaouches, les bachagas et encore le rejeton, et aussi, surtout, avoir une main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir être envoyé soit à la reconstruction des économies européennes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, soit tout simplement dans les armées, dans la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. C'était un petit peu l'objet même finalement de l'école française. Et donc, de ce point de vue-là, Slimane Rahmani et la petite Kabylie, comme on les appelle, la petite Kabylie, la Kabylie orientale et la Kabylie occidentale, quand même subissent un traitement quelque peu injuste. Mais c'est un point de vue tout à fait personnel, on peut en discuter si vous voulez. Donc, au statut injuste d'être oublié, des siens d'être oublié ailleurs, il y a aussi un peu sa région également qui n'était pas un espace où il pouvait avoir une notoriété bien établie et durable dans le temps. Je vais passer sur... J'avais noté un peu l'endroit où Slimane Rahmani est né. C'est l'Arouche, comme on dit, mais l'Arouche au sens ancien du terme, au sens étymologique, c'est-à-dire c'était des territoires organisés, des territoires stratégiques de défense, organisés en défense contre des ennemis. Et à l'époque, les ennemis ont toujours été particulièrement nombreux et surtout très dangereux pour cette partie de l'Afrique du Nord. Il y a l'Arouche, il est né dans l'Arouche Nathmhand, dans le village d'Aïssa. Il y a des villages de Thizi, de Msbah, Tharna, Aliwash. Je le dis, je ne sais pas s'il y a des gens d'Aoukas ici, parce qu'ils vont peut-être me corriger ou dire bon, que je suis en train dans les champs. Mais Amara Abdelkader m'a donné un petit peu toute la topographie et la toponymie de la région. Il est né donc dans ce village de Idelsen, un petit village, un petit village l'Aziv, un petit hameau. C'était un îlot, à proximité du village Tekharoubine. Un village qui ressemble à tous les villages de Kabylie de l'époque, 1893. 1893, nous sommes à 20 ans du drame, de la plus grande tragédie qu'a vécu la Kabylie, c'est la fameuse insurrection de 1871, mars 1871. L'insurrection menée par Cheikh Haddad comme chef spirituel et le leader de la Rahmaniya, et également, bien sûr, le Bachaga Mohamed Mouqrani, le Hajj Mohamed Mouqrani, qui lui donc avait été donc l'initiateur de la première
la première salve qui a été tirée contre l'occupation française. Et là, c'est un épisode qui a non seulement détruit un peu ça a été probablement la première conflagration qui a pulvérisé un peu le cœur même de la société kabyle. Parce que, outre le fait que la répression a été d'une cruauté et d'une violence inouïe, il y a eu aussi ce qu'on a appelé les séquestres, la mise sous séquestre. Il y avait environ 450 000 hectares qui ont été mis sous séquestre, donc et partagés. 450 000 hectares de terres cultivables et fertiles. 450 000 hectares qui ont été pris par les colons français, donc par la colonisation, et distribués et remis donc aux gens qui venaient, aux colons qui venaient d'Alsace-Lorraine, parce que dans le même temps, en 1871, la France avait été vaincue par les Prussiens, par le royaume de Prusse. C'est à cette date d'ailleurs que l'Empire allemand, donc l'unification de la nation allemande s'est faite dans le château de Versailles. C'est juste des petites histoires anecdotiques, mais qui sont très importantes pour rapporter un petit peu, pour faire un peu des liens entre les différents événements historiques. Donc la France ayant été vaincue, après, en mai 1871, les armées allemandes sont arrivées à Paris. Elles ne sont pas rentrées à Paris parce qu'il y avait la Commune de Paris qui s'est déclarée. La Commune de Paris qui est aussi un événement exceptionnel dans l'histoire des idées politiques et dans l'histoire sociale européenne et même dans le monde, puisque Mao Tse-tung a repris la Commune de Shanghai un siècle et demi après. Ça a été quand même le signal qui a été donné concernant la lutte contre le capitalisme, le libéralisme sauvage, tel qu'on le connaît d'ailleurs maintenant. Il est bel et bien présent chez nous et ailleurs, bien sûr. Et donc, ces deux événements ont fait que les terres qui avaient été arrachées aux paysans de Kabylie avaient été donc distribuées intégralement aux colons de l'Alsace-Lorraine, qui étaient deux provinces qui avaient été arrachées par les Allemands. Donc, ils les ont conservées jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, comme vous le savez. Donc, il y a deux provinces françaises qui avaient été mises sous séquestre. Donc, l'Allemagne, la Prusse, l'Allemagne a pris donc, ces deux provinces françaises, et les Français ont pris 450 000 hectares de terres alluvionneuses, de terres très riches, appartenant depuis des millénaires aux habitants de la Kabylie, et ils les ont distribués à ces colons alsaciens et lorrains, qu'on retrouve d'ailleurs jusqu'en 1962, 63, 64. Donc, si vous voulez, cette expropriation, ce vol, ajouté donc à la destruction systématique, a fait que finalement, d'une pauvreté, la Kabylie est devenue finalement exsangue, totalement exsangue. Elle a perdu ses ressources humaines. Il y avait environ 200 000 guerriers kabyles, mal armés, mais vaillants, téméraires et courageux, qui ont succombé. 200 000 guerriers kabyles. Et donc, c'était la force vive de la Kabylie de l'époque. Parce que l'époque, démographiquement parlant, l'Algérie avait environ 3 millions et demi de personnes, d'habitants. Et donc 200 000 personnes reliées à une seule entité territoriale, c'est quand même assez très très important. Et ensuite, donc, le vol de cette rapine des terres a donc provoqué la famine, des maladies, et donc elle a totalement détruit le tissu social de Kabylie. Si ce n'était pas, disons, un peu cette capacité, cette volonté inextinguible de survie qui a permis finalement à la population de se reprendre un petit peu. Et ça, nous sommes donc à 20 ans, 1871 et 1893, je reviens à l'objet de notre exposé. Slimane Rahmani est né en 1893. Donc l'oralité, donc la terreur qui s'est abattue sur la région a été donc transmise par ses propres parents et ses grands-parents, bien sûr. Ils ont vécu cela. Et donc il est resté
profondément fasciné par, marqué profondément, pas lui-même seulement, mais toutes ces générations, a été marqué par la terreur et par la douleur qui est restée pratiquement une douleur très très vive dans le corps social de Kabylie. C'est un contexte historique qu'il fallait rappeler pour bien marquer un petit peu la volonté qui a animé Slimane Rahmani. Je n'ai pas dit que, bien sûr, qu'en plus également, des guerriers qui ont survécu, ils ont été là, 20 à 25 000 ont été envoyés en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, dont les deux fils de Cheikh Ahdad, Aziz et Mohand, qui ont été également, ils ont été donc, Cheikh Ahdad est mort à Constantine, à la prison de Constantine. 10 jours après son arrestation, il est mort de mort naturelle. Tandis que Aziz et Mohand a été libérés. Ils ont été libérés une dizaine d'années après. Et c'est là-bas d'ailleurs qu'ils ont fait connaissance des fameux communards, des fameux révoltés, des prolétaires français révoltés dans la commune de Paris, qui ont été également des bagnards envoyés en Nouvelle-Calédonie. C'est là-bas que Louise Michel, une femme extraordinaire, c'est une héroïne dans la Révolution française de la commune de Paris, de 1871. Elle a été bannie, elle a été envoyée au bagne de Nouvelle-Calédonie. C'est là-bas qu'elle a fait la connaissance des gens qui avaient été donc envoyés à partir de Kabylie. D'ailleurs, Louise Michel a fait ensuite, à sa sortie de prison, sa sortie du bagne, en 1900-1901, elle a fait un tour d'Algérie, notamment en Kabylie. Elle est venue à Tizi Ouzou et à Béjaïa pour faire des conférences, parce qu'elle était très très engagée, pour faire des conférences au sujet des Arabes. On les appelait à l'époque des Arabes, ils ne faisaient pas beaucoup la distinction, qu'elle avait connu en Nouvelle-Calédonie, en leur parlant un petit peu de leur mode de vie, de ce qu'ils avaient, souffert, etc. Elle a été le témoin vivant de ceux qui sont restés très très loin de leur patrie. Donc voilà. Il y a également la colonisation française aussi. Les débuts de la colonisation française a eu aussi un impact aussi sur la mentalité des gens, puisque le code de l'indigénat a été promulgué en 1881. C'est un code, en fait, c'est une justice expéditive qui était appliquée en Kabylie, en Algérie. C'était des indigènes, donc ils n'avaient pas droit alors que c'était la Deuxième République en France, puisque l'Empire français a chuté en 1871, donc ils vivaient sous le triptyque de liberté, égalité, fraternité. Mais la loi française en Algérie, c'était effectivement le code de l'indigénat, où les gens n'avaient pas tous les droits. Ils avaient, par exemple, c'est une justice administrative qui s'applique aux seules personnes définies comme indigènes. Elles ne respectent pas les principes généraux du droit français, en particulier en autorisant des sanctions collectives. C'est des sanctions collectives. Quand quelqu'un commettait un délit ou un crime, c'était pratiquement toute la collectivité qui payait. Des déportations d'habitants. Donc on autorisait les déportations d'habitants, soit à Cayenne, soit en Nouvelle-Calédonie. Et on sanctionnait des pratiques que la loi n'interdisait pas, sans défense ni possibilité d'appel. C'était exactement ce qui s'était passé à l'apartheid en Afrique du Sud. Ni plus ni moins. Donc, si vous voulez, à la limite, les Boers n'ont rien inventé en Afrique du Sud. Ils avaient été déjà devancés par les Français. C'est ça se passait en 1880. C'est qu'elle, à la fois dans l'espace, et a jeté tout un peuple dans une effroyable famine. Albert Camus a écrit en 1938. Albert Camus est né en 1913, il avait 26 ans. C'était ses premiers écrits. Un livre sur la grande famille en Kabylie. Il a décrit finalement des scènes absolument abominables qu'on ne peut pas supporter, des enfants qui mangeaient, qui creusaient pour trouver des racines et les manger. La famine était arrivée à un tel stade que finalement c'était innommable, c'était absolument atroce. Je me rappelle, moi, ce qu'on me racontait dans mon village, enfin je le dis comme ça à titre anecdotique, il y avait aussi des épidémies de peste et de choléra aussi, des épidémies. Et les gens étaient enterrés, le kifan, on n'avait pas de tissu à l'époque, il n'y avait pas de tissu. Je parle ici des années 1900, jusque dans les années 1940. On enveloppait les gens dans du papier journal.
du papier craft, et on les enterrait, bien évidemment avec les rites liturgiques musulmans, etc. Mais il n'y avait pas de tissu à l'époque. Il n'y avait pas de tissu. C'était donc une période absolument atroce qui était vécue. Je prends, si vous le permettez, un livre qui a été consacré à la Grande Kabylie. Il s'appelle Alemma, Histoire de la Grande Kabylie. Vous voyez, des Français qui a consacré un livre d'environ 1000 pages, un peu moins, non, j'exagère, 600 à 700 pages, consacré à l'histoire de la Grande Kabylie du 19e et du 20e siècle. C'est un gros bouquin. Je disais que la petite Kabylie est un petit peu, la pauvre, elle est un peu marginalisée. On trouve par contre des informations extraordinaires sur la Grande Kabylie. Et je vais vous parler de la dépossession des terres. 573. C'est un livre très intéressant à lire. Vraiment, mettrait beaucoup de temps. Voilà, par exemple, les Arkhfaoun. Les Arkhfaoun, c'est le douar d'Azfoun. C'est Azfoun, c'est Porguedon. Alors, il y a 6787 habitants en 1873, c'est-à-dire un an après la fin de l'insurrection. Ils ont pris 1541 hectares dans la région d'Azfoun pour 6700 habitants, c'est-à-dire pratiquement 1 hectare par habitant. La Kabylie était riche à l'époque, puisqu'ils ont trouvé 1541 hectares uniquement dans la région d'Azfoun. La région de l'Aqsar, par exemple. À l'Aqsar, il y a 493 hectares pour 3200 habitants. La région de Tifra, 866 habitants, 812 hectares, et ainsi de suite. C'est là, si vous voulez, le total, on fait le total, on arrive à 450 000 hectares, à travers toute la Kabylie. Donc, si vous voulez, cette situation-là, ce contexte historique et géographique laissera des traces indélébiles dans la mémoire collective kabyle. Celle-ci gardera intacte l'image de l'insoutenable terreur qui a conduit à la tuerie de dizaines de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, et l'envoi au bain de milliers d'autres guerriers, ceux qui n'ont pas succombé sous les armes et les canons de nouveaux envahisseurs. Ça s'est passé en 1871. À titre toujours anecdotique, je vais vous lire à la page 165, ça c'est juste pour votre information, qui n'a pas grand-chose à voir, mais c'est quand même, je me dis, on va prendre un peu de temps puisque notre ami libyen n'est pas venu. Donc je vais... oui, un peu de débat. Moi, je vais leur infliger un peu de torture aussi à mon tour. 165. C'est important de le savoir. Mais je peux m'arrêter si vous voulez. Hein? Sans faut dire, voilà. Alors, c'est concernant l'émir Abdelkader. C'est important. Madame, elle a pris un stylo déjà. En 1871, soit 24 ans après la soumission à la France, et alors qu'Abdelkader était devenu à Damas un élément essentiel du dispositif politique qui était en train de mettre en place la France, les autorités coloniales d'Alger obtiennent très facilement de celui qu'on continuait à appeler l'émir qu'ils condamnent publiquement l'insurrection kabyle de 1871. Écoutez bien, ils ont demandé à Damas, à l'émir Abdelkader, qui était là, très reconnu, très, très respecté, profondément respecté, c'est un grand personnage, ils lui ont demandé, mais il était quand même l'otage des Français, l'otage ou leur invité honorable. Ils lui ont demandé donc de condamner publiquement l'insurrection et même qu'il désavoue l'un de ses propres fils, Mahidine, qui est nommé au nom de son grand-père, Smanas Fjedis, qui était apparu un temps au milieu des insurgés. L'émir s'exécuta dans une déclaration solennelle de loyalisme à la France que les généraux français s'empressèrent de faire lire, bien évidemment, sur les places publiques. Jusqu'à présent, et là c'est l'auteur qui complète ça, parce que c'est un grand monsieur, c'est sa thèse doctorat d'État, il dit
il dit la chose suivante. Jusqu'à présent, le seul historien maghrébin à avoir contribué sérieusement à désenchanter la légende dorée du l'émir Abdelkader en mettant au jour le rôle politique qu'il jouait au Levant aux côtés de la France, c'est Abdelmajid Temimi, qui est un grand monsieur, un grand savant, un grand écrivain tunisien, écrivain, ethnologue, turcophone, un grand spécialiste de l'histoire turque, de l'histoire de l'Afrique du Nord pendant la période turque. Un monsieur qui a un doctorat d'État en langue française, etc., etc. C'est le seul jusqu'à présent qui a fait mention de cette anecdote qui reste quand même ici, ça va rester entre nous. Il ne faudrait pas qu'on publie ça, sinon on va avoir... voilà, ils vont nous taper sur les doigts. C'est quand même important à l'époque. On va publier, d'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Donc cet épisode, bien évidemment, cet épisode est resté très vif dans la mémoire. Il a été rapporté oralement et par écrit, bien évidemment, par les poètes de l'époque et par les écrivains qui sont venus après, comme vous devez le voir. Je cite c'est Mohamed Mohamed, Youssouf Qassi, Fadma Mansour, Amrouche, Youssouf Qassi, le compagnon de Mohamed Mohamed, et bien évidemment plus tard par Ma'amri, par Slimane Azam, a fait toute une littérature ou une poésie qui avait été consacrée à cette période-là, qui a marqué la mémoire des vivants. Voilà, c'est dans cette mémoire vive qu'a vécu Slimane Rahmani, dont la famille, comme son nom l'indique, et on revient là, on retombe dans les affaires un peu maraboutiques, est d'origine maraboutique, avec une filiation sacrale qui l'a rapproché de Cheikh Ahmed, chef de la Tariqa Rahmaniya, et qui l'ont conduit naturellement à apprendre assez tôt les rudiments de langue arabe. Le père de Slimane Rahmani, Cheikh Taddart. الشيخ تدارت يخدم في الزاويه تخلوي في السقاره نعرف وخام يسمى من الحراينس اي دونك طالب يسام زوار ذميس دونك il lui a appris les premiers rudiments d'arabe et Slimane Rahmani donc a saisi cette opportunité et tout petit il a appris يقرا شطح القرآن يقرا ثلاثة أعراف واسمه يكتب وكلش et donc avec ce qu'il a appris dans l'école française il a pu progresser pour effectivement devenir un parfait arabisant un parfait amazirophone on appelle un amazirophone et un parfait francophone donc voilà c'est quelqu'un qui a rassemblé les trois cultures qui vont lui servir par la suite. Donc voilà brièvement, je n'ai pas été bref, Sibel Qasim me fait le reproche en silence. Voilà brièvement décrit ce contexte. Un jeune homme qui enjambe le 19e et le 20e siècle, tous deux marqués par la guerre, la première et la seconde, le dénuement et la misère des populations, la domination et la discrimination dont elles sont victimes, qui auront la mémoire longue dans cette période. C'est une période où l'indigène était vu un peu d'une certaine façon. L'indigène était vu par les Français d'une certaine façon. Je vais vous donner un exemple très rapide qui est arrivé à Azfoun, dans mon village natal, qu'on appelait avant Port-Guédan. C'est la revue africaine de 1927. La revue africaine est un document fondamental. Même ce livre-là sur la Grande Kabylie, même celui-là de Kotani sur la Kabylie orientale, ont tous puisé sur ce document, la revue africaine, qui chaque année sortait un bulletin de 1852 jusqu'à 1959. Donc c'est un document, vraiment, c'est des livres extraordinaires. J'en ai acheté là, ça fait très longtemps. J'ai ramené ça ici à Montréal. Voilà. Je vais vous lire ça. Le docteur Gavard, c'est un Européen, parce qu'Azfoun, Port-Guédan, était un village de colonisation. Il y avait environ 60% d'Européens, dont environ 10 à 15% d'Israélites. On les appelait des Israélites à l'époque, on ne les appelait pas des Juifs, des Israélites, et environ 20% d'indigènes musulmans. Le docteur Gavard, médecin de colonisation à Port-Guédan, trouve au Kabyle un péritoine de chien. Vous savez ce que c'est qu'un péritoine? C'est la membrane qui sépare qui enveloppe les viscères et qui sépare un peu la séparation avec la cage thoracique. Donc il trouve au Kabyle, c'est en 1927 ça, hein, c'est en 1927 que ça se passe, hein, c'était pas le siècle d'avant. Il trouve au Kabyle un péritoine de chiens. Les chiens dont il s'agit sont ceux qui se font découdre par le sanglier. Un garde les recoue avec n'importe quel fil et n'importe quelle aiguille, et ils ne s'en portent pas plus mal. Le ventre des Kabyles sont à peu près aussi accommodants.
Entre plusieurs cas analogues, en voici un que cite le docteur Gavard. Un homme a reçu un coup de corne dans le ventre. Le chirurgien le trouve étendu au pied d'un figuier, roulé dans son burnous crasseux, dans le bourdonnement des mouches. Il est là depuis plusieurs heures. On l'opère sur place. Pendant l'opération, dit le docteur Gavard, les puces et les mouches sautaient sur mon champ opératoire. Euphémisme qui désigne naturellement le ventre ouvert du malade. Le cas paraissait clair et la péritonite inévitable. 8 jours après, le médecin de colonisation était chez lui au dispensaire de Port-Guédon. Il entend une cavalcade à la porte. C'était son opéré, donc le paysan, qui venait au petit trot d'un mulet se faire enlever les points de suture. C'est d'abord une sorte d'hommage qui a été rendu à la vigueur corporelle des Kabyles. C'est incroyable. Mais en même temps aussi, c'est un scientifique, c'est un médecin qui a fait ses études, qui disait que les Kabyles avaient un péritoine de chien. Voilà, c'est ça, comment on était considérés dans les années 1927. C'est pas loin, ça. Voilà. Donc la société dans laquelle a vécu donc Slimane Rahmani, c'est une société donc qui avait soif de la terre, qu'on leur a enlevée. Elle avait aussi soif de l'école. Je ne sais pas si parmi vous, certains ont lu Mustafa Al-Ashraf. Il va vous parler, il parle dans son livre Algérie, Nation et Société, du niveau d'instruction, disons, des Algériens qui venaient d'être colonisés. Et ça, en reprenant les témoignages des généraux français qui écrivaient dans leur rapport officiel, ou qui écrivaient aussi dans des correspondances privées, à leur maman, à leurs fiancés, à leurs épouses, à leurs frères et tout. Ils écrivaient en disant que, dans pas mal de correspondances, ils disaient que finalement, les habitants de ce pays que nous avons été envahir et qu'on considérait comme des barbares, avaient un niveau d'instruction nettement beaucoup plus élevé que nos propres soldats, qui étaient des paysans des provinces françaises, qu'on ramenait de la Provence, de Bordeaux, de Saint-Étienne, de Lille, etc., et qui n'allaient pas à l'école. Ils étaient illettrés, analphabètes. Et à l'époque, l'Algérie possédait déjà un système éducatif, j'allais dire rudimentaire. Mais il existait, les gens savaient lire, écrire, compter et faire des opérations. C'était énorme à l'époque. Donc, c'est un petit peu cette soif, à la fois de la terre qu'on a enlevée, et aussi la soif du savoir, de la connaissance. La soif de la connaissance qu'on a, effectivement, il y avait des zaouïas, et Maamrin avait été totalement détruite. Il en restait quelques-unes. Gath Genève, etc. Donc, pourquoi l'école ? Parce que le contexte de l'Algérie coloniale en ce début du XXe siècle était marqué par une ouverture très limitée, je le disais tout à fait au début, de l'école républicaine de Jules Ferry, qui était un ministre de l'instruction publique française dans les années 1880 et qui est devenu aussi un président du Conseil et qui a ouvert donc un peu la porte aux citoyens français avec effectivement l'école laïque, l'école obligatoire et l'école gratuite. Donc c'est un petit peu cette loi qui a permis aux colons français de pouvoir en profiter, mais aussi accessoirement et secondairement aux indigènes, mais en termes très très limités. Voilà. Donc pour sa part, Slimane Rahmani a fréquenté cette école. Donc elle était située quand même à 1,5 km de chez lui, il était tout petit, hein, l'école primaire. Mais finalement, c'est le sort aussi de tous les Kabyles qui ont été à l'école à l'époque. Hein. Moi, j'allais à l'école de Boumelel, au bord de la mer, à Azfoun. Je venais de mon village natal qui était situé à 3 km. On venait le matin en groupe, tous les enfants du village venaient. Puis le soir, on repartait. Et en hiver, c'était les adultes du village qui venaient nous attendre parce qu'on avait peur des chacals, des trucs, etc. Donc c'était un petit peu la vie du petit Kabyle qui allait à l'école, qui souffrait un petit peu, mais enfin qui tenait bien à ce qu'il sorte un petit peu de ce statut. L'adversité et le ressentiment à l'égard de l'ennemi français ont poussé donc Slimane Rahmani à vouloir connaître de l'intérieur la culture de cet univers et trouver l'origine de sa puissance matérielle et technologique.
qui a pris le dessus sur la voyance et la bravoure des guerriers kabyles. Donc c'était un peu, il était poussé par une sorte de curiosité naturelle, bien évidemment, puisqu'il était dans une école où on enseignait un petit peu les idées, on ordonnait un petit peu selon le schéma classique de l'école rationnelle. On disait, bon, il faudrait voir un peu qu'est-ce que c'est que pourquoi ils nous ont battus, parce que matériellement c'était une puissance et technologiquement aussi, on peut tout simplement dire cela. Alors que c'était finalement les deux conquêtes qui ont été le plus réussies. C'est la conquête arabe qui, elle, était venue par voie terrestre. C'est la seule conquête qui est venue par voie terrestre, parce que les Visigoths, les Vandales, les Espagnols et les Romains, les Phéniciens sont venus toujours par mer, mais ils sont venus par voie terrestre, et les Français. Ce sont deux arrivées qui ont marqué durablement notre pays. Ces aspects de l'univers historique, sociologique et culturel, l'insurrection, la famine, la culture arabe et religieuse, l'école française, ont certainement pesé dans l'orientation future de Slimane Rahmani, qui a consacré sa vie à l'enseignement et à la recherche dans les 3 langues dont il gravit jusqu'au sommet les échelons académiques, performance assez exceptionnelle à l'époque. Exceptionnelle parce qu'à l'école normale, en prenant le cas de Mouloud Ma'amri ne parlait pas l'arabe, il ne connaissait pas. Boulifa, oui, c'est une exception. Ben Sdira, c'est une exception. Ben Sdira, ça a été le premier professeur d'arabe, natif de Biskra d'ailleurs, qui était... Comment ? Il s'est spécialisé en cabinet lors d'une mission qu'il a effectuée. Donc vous voyez un peu leur capacité d'apprentissage qui était phénoménale. Ben Sdira, qui est né à Biskra, il a fait une mission de quelques mois en Kabylie, il a plongé dans la langue berbère, et puis aussi à Biskra aussi, c'est à côté, Mchounesh est à côté, donc c'est une région berbérophone. Donc si vous voulez, c'est quelqu'un qui était doté de ce triptyque-là culturel qui était très, très éducatif, très important. Donc, Slimane Rahmani fera partie de cette minorité d'Algériens à s'en sortir. La plupart des jeunes gens ont été jetés comme paysans, je le disais tout à l'heure, sur des terrains fertiles ou poussés à l'immigration vers la France, et ce surtout au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Après sa scolarité primaire, Slimane Rahmani fera l'école normale de Bouzaria. Il deviendra d'ailleurs là-bas, il sera élève, mais il sera aussi professeur d'arabe dans les années 1948. En 1958, il sera professeur d'arabe également au lycée Gautier. Le lycée Gautier, c'est celui qui a écrit cet article-là sur le péritoine de chien. Tiens, voilà, c'est ça. Voilà. Péritoine de chien chez les Kabyles, c'est un géographe, un historien, qui a écrit ce texte-là. Et donc, on lui a donné le nom d'un des grands lycées. Il est devenu ce lycée Omar Rassim, je crois, à Alger. Le lycée Omar Rassim que j'ai fréquenté de 63 à 65. Il était sous la coopération française à l'époque. Donc, Slimane Rahmani a été donc professeur au lycée Victor Hugo. Gautier, Victor Hugo, Omar Rassim. Voilà, c'est ça. Il a été, donc, ses contemporains, rapidement j'ai passé Belkacem Ben Sdira, Mohamed Saïd El-Chani, qui est un enseignant, syndicaliste, un gars engagé dans les luttes sociales, un des rares d'ailleurs, parce qu'en parlant des enseignants, des instituteurs sortis de l'école normale de Bouzaria, il y a toujours un problème qui s'est posé, qui est toujours encore un petit peu au-dessus de nos têtes là. C'est une sorte de... pas une question de tabou, mais pendant la révolution algérienne en 1954, nous n'avons pas vu beaucoup d'instituteurs dans les rangs des révolutionnaires, de ceux qui ont pris le maquis ou de ceux qui ont été assez rares, je pense. En tout cas en Kabylie, la région qu'on connaît le mieux, il n'y a pas eu beaucoup. Les gens se sont cantonnés dans le... Pardon. Les gens se sont surtout cantonnés dans leur métier. Ils se sont installés dans leur petite coquille, mais c'est une coquille où quand même on peut trouver peut-être un motif à cela. Il y a peut-être un peu de conservatisme, j'imagine, un peu idéologique, aussi peut-être le confort d'une fonction. Mais je pense fondamentalement qu'ils étaient tellement passionnés par leur fonction, par leur métier,
passionnément, vraiment, ils aimaient passionnément leur métier. Il fallait voir un peu le métier des instituteurs de l'époque. Ils étaient à des kilomètres, des lieux de vie finalement. Et ils se consacraient c'est un véritable sacerdoce. Et je pense que ils ont compris finalement, peut-être sciemment ou inconsciemment, ils ont compris qu'il fallait semer de la graine. Et c'est finalement la graine semée par ces enseignants qui ont donné finalement peut-être l'encadrement idéologique, et du moins ceux qui ont été donc à l'origine et qui ont mené disons les combats ont été plus ou moins aussi à l'école française, mais aussi à l'école de ces enseignants-là. Je tire un petit peu la corde pour essayer de trouver quelques alibis, mais il y a de ça. Il est resté donc pendant la guerre, il a été enseignant. Est-ce qu'il a pris parti? Je ne sais pas. Donc c'est ça aussi. C'est quand je parlais tout à l'heure d'un vraiment un défrichage. Il faut un peu déblayer tout cela lorsqu'on essaie un peu de s'introduire dans l'existence professionnelle, dans la vie privée d'un homme connu. On peut aussi voir ça. C'est quelqu'un aussi dont la culture arabe a été d'un apport très certain pour lui-même, parce qu'il comprenait également aussi un peu le fonctionnement de l'époque aussi. Peut-être un peu plus que ses collègues. Je m'explique. La formation en arabe de Slimane Rahmani le mettait en contact direct avec l'histoire issue de la Première Guerre mondiale. C'est l'époque, on parle des années 1920 jusqu'à 1950-1960. C'était une histoire qui mouvementait, où le Moyen-Orient avait connu un certain nombre de soubresauts. D'abord, la disparition de l'Empire ottoman en 1921. Donc, bien évidemment, avec le lâchage de toutes les colonies turques, de la Grande Syrie, de l'Égypte, de la Libye, moindrement de la Tunisie, 1912. Et là, donc, Slimane Rahmani a dû certainement connaître de l'intérieur. Il n'a pas écrit là-dessus. En tout cas, je ne sais pas, j'ai pas vu ça. Peut-être dans des correspondances, peut-être dans des conférences qu'il a prononcées, je ne sais pas. Mais c'est aussi très intéressant de savoir quelle a été finalement son appréciation de ce qui s'est passé pendant cette période au Moyen-Orient. Et par contre-coup, il y a un retentissement en Algérie. Je veux parler, par exemple, du mouvement des jeunes Turcs aussi, qui a quand même influencé les débuts de l'éveil de la conscience nationale algérienne avec l'émir Khaled. Il a aussi, c'est également la Nahda avec Jamal Din Afghani, Mohamed Abdou, Rachid Rida. Lui aussi était très familier de cette problématique, qui a également joué en faveur d'une lutte contre la colonisation britannique. Je parle toujours du Moyen-Orient, de toute la Mésopotamie, de la grande Syrie, et aussi bien évidemment de l'éveil de la Nahda est partie d'Égypte par exemple, et aussi c'est les ulémas algériens. Donc, si vous voulez, et j'ajouterai bien sûr le Ba'ath syrien, 1948, les années 1940. Donc, si vous voulez, c'est une histoire qui concerne principalement le Moyen-Orient, mais aussi qui a un retentissement direct sur la maturation des idées politiques et religieuses aussi en Algérie, et qui a préparé aussi un peu le terrain à ce qui s'est passé ensuite vers les années 1950. Et je pense que Slimane Rahmani aussi ajoute un petit peu un plus à sa connaissance, à une connaissance très riche et très diversifiée en langue arabe, en langue française, et bien évidemment dans la langue amazigh. Mais je crains ne pas avoir beaucoup de temps pour parler, parce qu'il a fait des travaux ethnographiques dans la région d'Aoukas. Mais si Ibn Qasim est en train de se dire quand est-ce que je vais terminer, il est 4 heures. Voilà. J'ai dit de résumer, c'est tout. On résume difficilement, très difficile. Elle est fatiguée, elle est épuisée. Ah ben bon. Je voudrais peut-être vous dire un peu pour que vous ayez une idée exacte de son parcours. Disons, et c'est lui-même, il n'a pas été dans des universités pour décrocher là. C'est lui-même, il était à la fois enseignant,
chercheur à Aucas, dans ces villages, dans ces villages, lui-même menait des études selon les normes scientifiques, selon les méthodologies, comme on dit maintenant, disons, de gestion de la, disons, des études ethnographiques, anthropologiques, il les menait de façon très correcte, mais en même temps aussi, il était en même temps étudiant, auto-étudiant. C'était lui-même. Il avait un brevet de langue berbère en 1926. Brevet de langue berbère. Parce qu'à l'époque, ils étaient un peu plus en avance qu'en Algérie. À l'époque, il y avait l'arabe dialectal et il y avait la langue berbère qui s'enseignait. Il y avait des diplômes à l'époque. Allez maintenant à Sidi Bel Abbas, à l'université de Bel Abbas, pour avoir un diplôme berbère, il va vous dire, on ne connaît pas ça. Mais ça a existé en 1926, c'est extraordinaire. Le brevet de langue arabe, il l'a eu en novembre 1927. Le diplôme de langue arabe, en 1934. Diplôme supérieur de dialecte berbère, 1936. Diplôme supérieur de dialecte berbère. Vous voyez déjà, c'est une université sous l'égide de la colonisation, après tout ce que je viens de dire, de mal, de dur, cette colonisation, mais quand même, il faut reconnaître qu'il y a, dans le monde universitaire, dans le monde éducatif, il y a eu des avancées que nous avons totalement perdues. C'est comme un peu le système, ce qu'on appelle les écoles franco-musulmanes, par exemple. Le franco-musulman, qui a perpétué dans les années 1964-65, qui était une école extrêmement riche parce qu'elle donnait un enseignement en français et en arabe aux Algériens. Il était également diplômé d'études supérieures de langue et de littérature arabe en 1940 et docteur en lettres françaises en juillet 1954. C'est quand même quelqu'un qui a dans sa besace un bagage intellectuel qui pouvait quand même forcer l'admiration, d'abord de ses corréligionnaires, mais aussi de ceux en face de qui il se trouvait, que ce soit des arabophones expérimentés ou bien dans le monde mondain, colonial, bien évidemment, qu'il côtoyait puisqu'il a été élu président du Pen Club Algérie en 1936. Vous savez ce que c'est que le Pen Club? Le Pen Club, c'est l'association de tous les hommes de théâtre, de littérature, de poésie, dans un État donné, et qui élisent démocratiquement, bien évidemment, pas comme maintenant, démocratiquement, ils élisent un des leurs, parmi le plus performant, parmi le plus significatif, peut-être même le plus compétent, doté d'une personnalité de valeur morale et d'honnêteté, il le note. Il a été élu par quasi-majorité, par les quasi-majorités d'hommes de culture français, européens. Donc, il était président du Pen Club d'Algérie. Il n'y a rien que ça. Voilà. Alors, la reconnaissance de son talent. Oui, c'est le Pen Club, voilà, je suis passé. Son attitude voilà. Son attitude devant la modernité. Slimane Rahmani, dans la société européenne, il évolue avec aisance et facilité. Il fait quand même cet itinéraire de va-et-vient entre son village natal et le monde moderne. C'est le village natal qui lui colle à la peau et qui demeure l'objet de ses préoccupations intellectuelles permanentes. Et d'autre part, avec la société mondaine et évoluée de grandes cités, propres, policées, vivant avec raffinement et commodité matérielle et intellectuelle. Vous imaginez un petit peu, il passe d'un monde pré-capitaliste, la préhistoire, le canon, il bascule dans un univers complètement différent. Dans ces deux univers séparés par des siècles, il réussit de tirer le maximum de l'un, et ça c'est important, de tirer le maximum de l'un pour protéger et nourrir l'autre, à l'instar d'autres, qu'il franchira ainsi les différentes étapes de ses études. Sur le plan de ses convictions existentielles profondes, cela pourrait peut-être surprendre plus d'un, ici, et peut-être en tout cas chez les Québécois, c'est sûr, où la déconfessionnalisation elle a eu lieu dans les années 1970. Ils ont fait descendre Dieu de son piédestal, s'il en a un. Slimane Rahmani était une personne très religieuse, parce que son père était un cheikh, donc il lui a donné une... Voilà. Dans l'ouvrage de Nasser Mejdoub, donc celui-là, dans cet ouvrage-là,
J'ai repris. Le neveu de Slimane Rahmani apportera un précieux témoignage sur son oncle, chef de service d'anesthésie et de réanimation en urgence à l'Institut hospitalier franco-britannique de Paris. Ça, c'est son petit-neveu. C'est le fils de son frère, le frère d'Abdrahman, qui était un professeur d'université. Le frère de Slimane Rahmani. Il écrit ceci. C'est son oncle, donc, son grand-oncle. En 1942, Slimane Rahmani fut couronné du prix littéraire d'Algérie pour son œuvre ethnologique et sociologique traitant de sa langue et de la région natale d'Aoukaz, diffusée entre 1933 et 1940, à travers les contributions apportées. En 1947, il présida le Pen Club Algérie, qui regroupait les écrivains, etc., etc., etc. Pendant la même année, il produit Le tir à la cible et le Nif en Kabylie, un opuscule ethnographique qui restitue une coutume culturelle et une valeur sociale kabyle telle que vécue dans les montagnes des Babor. En 1952, il participa au Congrès international des sciences anthropologiques et ethnologiques organisé par la Fédération des sociétés d'Afrique du Nord à Vienne, en Autriche. En 1954, il obtient son doctorat en lettres agrégé par l'université d'Aix-en à Marseille. Il est parmi les premiers autochtones à obtenir ce titre. Sa thèse traitait d'un sujet principal, monographie de la commune de l'Oued Marsa, étude de sociologie nord-africaine, sujet secondaire, l'agriculture kabyle, la Djem'a, son organisation et ses attributions avant et après la conquête française. J'ai retrouvé dans sa correspondance des lettres d'Emmanuel Robles, de Gabriel Odizio et d'autres grands noms de la littérature française des années 50. Il ajoutera: ces deux passions étaient l'écriture et la transmission du savoir par l'enseignement. Tous ceux qui l'ont connu louent ses capacités pédagogiques. Il a enseigné l'arabe dialectal et littéraire, le berbère et le français à des générations, dont son élève Jacques Berck. Vous connaissez Jacques Berck, qui est un grand sociologue arabisant français. Il a même fait la traduction du Coran, qui a été reçu l'imprimature de l'université d'Al-Azhar. Il est natif de Frenda, et d'ailleurs c'est un professeur émérite du Collège de France. Il a collaboré, donc toujours Slimane Rahmani, en 1936 avec le grand rabbin d'Alger, Maurice Ezembeth, à l'élaboration d'un livre sur l'origine des noms des Juifs d'Afrique du Nord. C'était un homme ouvert, profondément attaché à l'Algérie et à ses racines. Un autre témoignage émanant de Ali Sayad est toujours puisé dans l'ouvrage de nos deux auteurs. Il écrit à propos de Slimane Rahmani qu'il fut le précurseur autochtone de l'ethnographie reconnu par ses pairs. Il nous a montré la voie à suivre. Il est de notre géographie, de notre histoire. Nous partageons tous les repères du pays qui l'ont vu naître, le terroir qui nous a vu grandir. Vous voyez donc, c'est quelqu'un quand même qui a eu un parcours prestigieux. Et vous voyez donc, comme je le disais tout à fait au début, que c'est quelqu'un qui est tombé un peu dans l'oubli. J'ai parlé de l'oubli au début, voire d'ostracisme dans lequel il a été tenu. Je voudrais aussi dire que le moment est peut-être venu qui marque le début d'une légitime et souhaitable réhabilitation de cet homme. Il est bien sûr à poursuivre le travail d'investigation, de collecte d'informations, de témoignages, de correspondance privée pour mieux approfondir la connaissance de cette figure représentative de notre propre culture. Je crois aussi qu'il faut se battre pour inscrire son œuvre et son itinéraire dans les programmes éducatifs de l'école Amazigh. Je crois aussi qu'il est temps d'honorer comme il se doit sa mémoire en donnant son nom à des institutions de recherche et d'enseignement. Bien sûr, nous ne pouvons rien faire ici à Montréal, à moins que la Fédération des Amazighs d'Afrique du Nord puisse ouvrir une école et donner peut-être son nom. Voilà. Mais en tout cas, je parle un petit peu de ce qui se passe chez nous. Je crois aussi qu'il est temps d'honorer comme il se doit sa mémoire en donnant son nom à des institutions de recherche et d'enseignement. Il faudrait bien sûr, si ce n'est pas un vœu pieux, que les professeurs, chefs de département des universités de Bjaya, Tizi, Bouira, Boumerdes, en citant d'abord celle-là, encouragent et accompagnent leurs étudiants dans leurs travaux de recherche qu'ils pourraient consacrer à Slimane Rahmani. C'est le moins qui pourrait se faire dans le futur pour exprimer les valeurs ancestrales amazighes, la sauvegarde de la mémoire de notre patrimoine passé, la reconnaissance et la gratitude à l'égard des hommes et des femmes, héros connus ou méconnus, qui ont contribué à faire des Amazighs ce qu'ils sont, c'est-à-dire des dignes et fidèles continuateurs, ce qu'il a été.
Je termine cet exposé en donnant encore la parole à son neveu Jamil Rahmani, qui a écrit dans son témoignage. Jamil Rahmani a 77 ans, hein. C'est pas un jeune, hein, comme son prénom pourrait le Jamil Rahmani. Je suis très heureux que de nombreuses personnes s'inquiètent de sa mémoire et réhabilitent cet homme longtemps oublié. Je les en remercie, car il devrait être un exemple. Il est le symbole d'une Algérie plurielle et tolérante qui ne rejette aucune des composantes de son passé. Alors, merci pour votre attention et pour votre aimable patience. Voilà. Je tiens d'abord à remercier Belkacem, Kariban, Arské, nous venons de Fimi Thagin, nous venons d'Antigatsven. Simi Gertha Gin, ثعنا ينورجاز يلولنا اسمه أوقاس أرجاز يعني نسوث اسمه القبائل نسوث. Nous l'avons pratiquement éliminé de notre mémoire. Il a été absent de notre mémoire, mais il a aussi été absent de ce qu'on appelle un peu les médias. C'est peut-être aussi parce que c'est quelqu'un qui est né dans les années 1893. Il est mort en 1964. C'est Slimane Rahmani, plus exactement. C'est une figure emblématique de la région d'Aoukaz. Il est quelqu'un qui a eu un parcours de son vivant, un parcours très, très connu. Il était réputé d'abord par sa capacité à transcender un peu les drames et les tragédies qu'a vécu l'Algérie de l'époque. Et surtout aussi par le fait que c'est quelqu'un qui a réussi par ses propres moyens à parvenir vraiment au sommet même de la réussite académique et de la réussite académique en langue française. Mais c'est quelqu'un aussi qui a réussi à jumeler, ou plutôt à rassembler les trois cultures. La culture amazigh, la culture française et aussi la culture arabe. Donc, si vous permettez, c'est une brève introduction que je vais faire au sujet de Slimane Rahmani. Il n'y a pas eu beaucoup de documents qui ont été produits à son sujet, ni de témoignages particulièrement significatifs. J'ai eu comme référence principale un seul livre qui a été fait, qui a été écrit par deux personnes qui sont natifs d'Aoukaz d'ailleurs. Ce sont donc des concitoyens de leur aîné, de Slimane Rahmani. C'est Nasser Mejdoub et Abdelrahman Amara. Ce sont eux qui ont écrit ce seul et unique livre, à ma connaissance, qui a été consacré donc à la mémoire, en hommage à leur aîné. J'ai également été dimanche dernier, dimanche 14 avril, j'étais en Algérie. Je me suis rendu sur les lieux même de naissance de Slimane Rahmani, plus exactement dans le village de Kharroubine. Et donc, je me suis rendu jusqu'à ces endroits chargés d'histoire, mais aussi chargés d'émotion, parce que j'étais accompagné par celui qui a un des co-auteurs de ce livre-là, Abdelrahman Amara, qui est un personnage haut en couleur. C'est quelqu'un, un véritable militant de la cause amazigh, mais qui a la particularité d'avoir quand même un parcours intellectuel assez prestigieux, puisqu'il a été diplômé de l'université de Bruxelles, où il a fait une formation d'ingénieur en électronique nucléaire. Et
Abdelrahman Amara est présentement depuis 25 ou 30 ans à Ocas. Il a tout délaissé et donc il se consacre totalement à ce qu'on appelle maintenant dans le jargon moderne la recherche dans le patrimoine immatériel, c'est-à-dire un peu la culture amazigh. Donc il m'a accompagné dans ces lieux-là. Nous avons particulièrement visité cette école qu'a fréquentée Abdelkader Rahmani dans les années 1900. Lui, il est né en février 1893. Et donc, à l'âge de 6-7 ans, il est descendu dans cette école qu'on appelle l'école du deuxième bureau. Pas le deuxième bureau français, mais c'est une appellation locale, le deuxième bureau, qui est une école qui a été donc construite à l'intérieur de ce village colonial français. Donc, c'est une école fréquentée par l'immense majorité des enfants étaient d'origine européenne, à quelques exceptions près, dont Slimane Rahmani. Je reviendrai toujours sur cet aspect de l'école. C'est une dimension quand même assez importante dans son parcours. Et c'est pour ça d'ailleurs que je considérais que la visite de ce lieu-là était particulièrement symbolique. Donc c'est une école qui est restée pratiquement en l'état. Donc il y a la cloche des années 1900, les poignées de porte, les plafonds, le carrelage, les armoires. Il restait simplement les odeurs de l'encre violette pour ceux qui étaient les contemporains de ce liquide qu'on employait pour écrire à l'époque. Et c'était vraiment un moment chargé d'émotion parce qu'il y avait encore des enfants qui étaient là, des élèves. Ça sert toujours d'école, un peu vieillotte, un peu bouleversée par les secousses telluriques de la région. Et donc, c'était un petit peu ce livre-là et l'entretien assez long que j'ai eu avec Amara Abdelrahman, ça a duré pratiquement toute une demi-journée, qui m'ont finalement poussé à structurer un petit peu le petit exposé que je voulais vous faire. C'est un exposé, c'est-à-dire, bien modestement, c'est une entrée en matière, une sorte de déblayage, un défrichement pour essayer non pas de réhabiliter, qui suis-je d'ailleurs pour le faire, mais disons à la fois de rendre hommage à ce personnage, mais aussi pour peut-être donner lieu à un souhait qui ne serait pas simplement un vœu pieux, mais un souhait qu'à un moment donné, que des initiatives soient prises ici et là, pour que soit finalement peut-être rétablie un peu la vraie vie finalement de Slimane Rahmani. Il y a tellement de biographies qui se font, qui se réalisent actuellement, ici et ailleurs, que je pense qu'il mérite bien qu'on puisse lui consacrer des travaux, à la fois dans les universités, mais aussi pour des gens qui sont poussés par une curiosité intellectuelle et culturelle, pour un peu travailler là-dessus. Une petite pause dans l'actualité, parce qu'est-ce qu'il est possible, à la limite, de faire une petite voie de dérivation et parler de l'actualité de ce qui se passe en Algérie. J'allais faire le lien avec notre ami libyen que je ne connais pas, je n'ai pas eu le plaisir de le connaître, parce que si c'est un Libyen, ils vivent dans la même situation. Nous vivons un peu comme le Maroc d'ailleurs, c'est un ensemble de l'Afrique du Nord, puisque nous sommes le 20 avril aujourd'hui. Il n'est pas mauvais un peu de rappeler le contexte d'abord géographique. C'est un immense bloc d'un espace, un territoire de 6 millions de kilomètres carrés. C'est pratiquement la superficie de l'Australie. C'est un immense bloc ethniquement homogène et culturellement très différencié. Mais le nom, d'ailleurs, j'allais le dire, le mot de Libye, nous étions tous des Libyens au début de notre histoire. Quand on prend Hérodote, qui est le père de l'histoire dans l'Antiquité, pour lui, le Libyen, le Libou en grec, c'était à la fois le territoire et les habitants de cette région qui va de l'ouest de la mer Rouge jusqu'aux confins de l'Atlantique. Donc, si vous voulez, c'est toute cette masse de ce territoire qui était peuplé de Libyens. Nous étions des Libyens avant. Puis ensuite, bien évidemment, ça c'est un petit peu... La dénomination a changé, a été modifiée
Nous sommes arrivés donc à la Numidie, à les Maures et les Gétules, qui ne sont finalement que des appellations qui concernent des territoires géographiques. Les Numides partant de Carthage jusqu'aux confins de la Mouloua au Maroc, les Maures habitant cette région qui est maintenant le Maroc contemporain, et les Gétules qui sont finalement le nord du Sahara qui englobe un petit peu l'actuelle Numidie, l'actuelle plutôt ce qui était la Numidie, c'est-à-dire des confins allant de Sousse jusqu'à l'ouest du pays. De ce paradoxe, de cette dichotomie aussi, on en parlera tout à l'heure quand on discutera de la colonisation française aussi, parce qu'il faut toujours revenir à nos anciens démons, au sens propre et littéral du terme. Merci beaucoup. Donc, Nasser Mejdoub, je ne l'ai pas présenté. Voilà, je fais toujours des fautes de courtoisie, là. Nasser Mejdoub, c'est un poète chansonnier, musicien, artiste accompli. Il active beaucoup dans le domaine culturel. Il est l'un des principaux animateurs de l'enseignement tmazight à Oukas. C'est l'un des auteurs de ce livre. Il faudrait que vous me laissiez prendre... Voilà donc, Nasser Mejdoub et Abdelrahman Amara. Donc ce livre-là, c'est le seul à ma connaissance, donc à date, je l'ai dit tout à l'heure, sur Slimane Rahmani. C'était un travail magnifique qui est à tout à l'honneur des auteurs. Ils ont rendu un hommage à leur aîné, ils ont ouvert la voie, ils vont susciter l'intérêt de certains et permettre, il faut le souhaiter, de faire déboucher sur des travaux ultérieurs. Je le disais tout à l'heure. Je vais ajouter quand même qui est important parce que je sais que ce sont des gens très sympathiques, mais aussi qui ont fait un travail vraiment digne d'être signalé. Je dois vous dire qu'ils auraient été plus utiles et plus compétents que moi si ces deux estimables personnes étaient aujourd'hui ici à ma place. Ils auraient peut-être parlé avec beaucoup plus d'éloquence et de connaissances, ce qui signifie que je nourris l'espoir raisonnable qu'un jour ils puissent venir à Montréal, invités peut-être par la Fédération des Amazirs d'Afrique du Nord, qu'ils puissent venir ici peut-être... qu'ils puissent peut-être donner une conférence plus remplie, et plus structurée, plus complète. Donc, pourquoi ce sujet? Et pourquoi est-ce une entrée en matière? Une simple entrée en matière. C'est une injustice, à mon sens, et c'est partagé même par les gens d'Aucas. Une injustice involontaire ou non, je ne sais pas, et peu importe d'ailleurs, à l'égard du sort qui est fait par notre propre société à la mémoire de Slimane Rahmani. On peut subjectivement avoir le sentiment d'un oubli immérité. C'est l'histoire d'une absence. Je le disais tout à l'heure, mais je vais le répéter parce que je l'ai écrit. Son nom est évacué de notre propre mémoire. Il est absent dans les livres d'école. Il est absent ou si peu dans les écrits journalistiques. Il est absent dans les œuvres médiatiques. Il n'y a pas de documentaire, pas de film didactique, pas de conférence. On a celle-là, cette petite. Il n'y a pas de séminaire. Et au final, il est même absent, et c'est tragique, jusqu'à une période récente dans son propre village à Oukas. Les gens ne le connaissaient pas, Slimane Rahmani. Abdelrahman Amara a utilisé cette expression un peu poétique, il est poète à ses heures, en disant que Slimane Rahmani est un spectre évanescent qui plane au-dessus d'Oukas. J'ai ajouté que ça signifie un peu comme le père de Hamlet, qui venait dans les ténèbres nocturnes tous les jours au château d'Elseneur à minuit, demander à son fils et aux autres siens de réparer l'injustice qui lui a été faite, parce qu'il a été assassiné, le père d'Hamlet. C'est un peu cela, en moins tragique bien sûr. Et c'est un triste paradoxe. C'est un triste paradoxe, celui d'un enseignant-chercheur. Il est enseignant-chercheur, foisonnant, vraiment très riche, qui a déployé en son temps une immense et une grande activité publique, très connue de ses contemporains, à l'époque où il vivait. Les gens le connaissaient très très bien.
Et face à cela, nous sommes désagréablement étonnés devant la rareté des travaux qui lui sont consacrés. Si Slimane Rahmani est aujourd'hui un auteur oublié, marginalisé, il n'est pas seul. Sa région l'est aussi. Moi, je suis d'Asfoul. Je peux en parler en connaissance de cause, encore que j'ai peut-être l'excuse de vivre, enfin d'être né dans une région médiane. Hein. Asfoul est entre Tizi Ouzou et Béjaïa, donc je suis un peu plus à l'aise pour parler de cela. Mais c'est une Kabylie, la Kabylie des Babors, la Kabylie orientale, et la Kabylie aussi de l'Ouest, celle des Isser, de Boumerdès. J'ai le sentiment, personnellement, à mon âge, je partage avec quelques-uns, que ces deux prolongements territoriaux de la Grande Kabylie, ce qu'on appelle la Grande Kabylie, qui était une appellation strictement coloniale, eh bien, c'est perçu du haut du Djurdjuré, du Tamgout, avec un peu de dédain, un peu hautain, là, on les regarde un petit peu de très loin. De loin, parce que, il faut le dire, si Slimane Rahmani était né à Fort National ou à Azfoun ou à Tigzirt ou ailleurs, il aurait eu peut-être un peu plus de notoriété, très certainement. Peut-être aussi, il y a aussi des causes objectives qui peuvent expliquer cela. La densité des structures scolaires en Kabylie avait favorisé, privilégié dans un premier temps la Grande Kabylie, où effectivement les premiers germes des intellectuels kabyles sont sortis de là-bas, effectivement, de la région du bloc continental, Michelet, Fort National, Benéiné, Tizarachet. Mon père qui est né en 1902, a eu son certificat d'études en 1916 dans une petite école maritime à Boumellal, à Sidi Khalifa. Il a eu comme enseignant un instituteur, c'est Krouna Amr Krom Blayarhmo, qui est originaire de Tizi Rachet. Donc c'est une période où effectivement, d'abord l'accès à l'école était extrêmement limité. Il y a un numerus clausus qui a été fait dans le système éducatif, que les Français finalement avaient volontairement mis en place, pour des raisons très objectives, à la fois pour ne permettre qu'à une petite élite, mais élite au sens européen du terme, une petite élite indigène, d'émerger, pour faire fonctionner la petite bureaucratie de l'époque, les caïds, les chaouches, les bachagas et encore le rejeton. Et aussi, surtout, avoir une main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir être envoyé soit à la reconstruction des économies européennes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, soit tout simplement dans les armées, dans la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. C'était un petit peu l'objet même finalement de l'école française. Et donc, de ce point de vue-là, Slimane Rahmani et la petite Kabylie, comme on les appelle, la petite Kabylie, la Kabylie orientale et la Kabylie occidentale, quand même subissent un traitement quelque peu injuste. Mais c'est un point de vue tout à fait personnel, on peut en discuter si vous voulez. Donc, au statut injuste d'être oublié, des siens d'être oublié ailleurs, il y a aussi un peu sa région également qui n'était pas un espace où il pouvait avoir une notoriété bien établie et durable dans le temps. Je vais passer sur... J'avais noté un peu l'endroit où Slimane Rahmani est né. C'est l'Aroche, comme on dit, mais l'Aroche au sens ancien du terme, au sens étymologique, c'est-à-dire c'était des territoires organisés, des territoires stratégiques de défense, organisés en défense contre des ennemis. Et à l'époque, les ennemis ont toujours été particulièrement nombreux et surtout très dangereux pour cette partie de l'Afrique du Nord. Il y a l'Arouche, il est né dans l'Arouche Nathmhand, dans le village d'Aïssa. Il y a des villages de Thizi, de Msbah, Therna, Aliwash. Je le dis, je ne sais pas s'il y a des gens d'Aoukas ici, parce qu'ils vont peut-être me corriger ou dire bon, que je suis en train dans les champs. Mais Amara Abdelkader m'a donné un petit peu toute la topographie et la toponymie de la région. Il est né donc dans ce village de Idelsen, un petit village, un petit village là, un hameau, un petit hameau. C'était un îlot.
à proximité du village Tekharoubine, un village qui ressemble à tous les villages de Kabylie de l'époque, 1893. 1893, nous sommes à 20 ans du drame, de la plus grande tragédie qu'a vécu la Kabylie, c'est la fameuse insurrection de 1871, mars 1871. L'insurrection menée par Cheikh Haddad comme chef spirituel et le leader de la Rahmaniya, et également, bien sûr, le Bashaga Mohamed Mouqrani, le Hajj Mohamed Mouqrani, qui lui donc avait été donc l'initiateur de la première salve qui a été tirée contre l'occupation française. Et là, c'est un épisode qui a non seulement détruit un peu ça a été probablement la première conflagration qui a pulvérisé un peu le cœur même de la société kabyle. Parce que, outre le fait que la répression a été d'une cruauté et d'une violence inouïe, il y a eu aussi ce qu'on a appelé les séquestres, la mise sous séquestre. Il y avait environ 450 000 hectares qui ont été mis sous séquestre, donc et partagés. 450 000 hectares de terres cultivables et fertiles. 450 000 hectares qui ont été pris par les colons français, donc par la colonisation, et distribués et remis donc aux gens aux colons qui venaient d'Alsace-Lorraine, parce que dans le même temps, en 1871, la France avait été vaincue par les Prussiens, par le royaume de Prusse. C'est à cette date d'ailleurs que l'Empire allemand, donc l'unification de la nation allemande s'est faite dans le château de Versailles. C'est juste des petites histoires anecdotiques, mais qui sont très importantes pour rapporter un petit peu, pour faire un peu des liens entre les différents événements historiques. Donc la France ayant été vaincue après, en mai 1871, les armées allemandes sont arrivées à Paris. Elles ne sont pas rentrées à Paris parce qu'il y avait la Commune de Paris qui s'est déclarée. La Commune de Paris qui est aussi un événement exceptionnel dans l'histoire des idées politiques et dans l'histoire sociale européenne et même dans le monde, puisque Mao Tse-tung a repris la Commune de Shanghai un siècle et demi après. Ça a été quand même le signal qui a été donné concernant la lutte contre le capitalisme, le libéralisme sauvage, tel qu'on le connaît d'ailleurs maintenant. Il est bel et bien présent chez nous et ailleurs, bien sûr. Et donc, ces deux événements ont fait que les terres qui avaient été arrachées aux paysans de Kabylie avaient été donc distribuées intégralement aux colons de l'Alsace-Lorraine, qui étaient deux provinces qui avaient été arrachées par les Allemands. Donc, ils les ont conservées jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, comme vous le savez. Donc, il y a deux provinces françaises qui avaient été mises sous séquestre. Donc, la Prusse, l'Allemagne a pris donc, ces deux provinces françaises, et les Français ont pris 450 000 hectares de terres alluvionneuses, de terres très riches, appartenant depuis des millénaires aux habitants de la Kabylie, et ils les ont distribués à ces colons alsaciens et lorrains, qu'on retrouve d'ailleurs jusqu'en 1962, 63, 64. Donc, si vous voulez, cette expropriation, ce vol, ajouté donc à la destruction systématique, a fait que finalement, d'une pauvreté, la Kabylie est devenue finalement exsangue, totalement exsangue. Elle a perdu ses ressources humaines. Il y avait environ 200 000 guerriers kabyles, mal armés, mais vaillants, téméraires et courageux, qui ont succombé. 200 000 guerriers kabyles. Et donc, c'était la force vive de la Kabylie de l'époque. Parce que l'époque, démographiquement parlant, l'Algérie avait environ 3 millions et demi de personnes, d'habitants. Et donc 200 000 personnes reliées à une seule entité territoriale, c'est quand même très très important. Et ensuite, donc, le vol de cette rapine des terres a donc provoqué la famine, des maladies, et donc elle a
totalement détruit le tissu social de Kabylie. Si ce n'était pas, disons, un peu cette capacité, cette volonté inextinguible de survie qui a permis finalement à la population de se reprendre un petit peu. Et ça, nous sommes donc à 20 ans, 1871-1893, je reviens à l'objet de notre exposé. Slimane Rahmani est né en 1893. Donc l'oralité, donc la terreur qui s'est abattue sur la région a été donc transmise par ses propres parents et ses grands-parents, bien sûr. Ils ont vécu cela. Et donc il est resté profondément fasciné marqué profondément, pas lui-même seulement, mais toutes ces générations, a été marqué par la terreur et par la douleur qui est restée pratiquement une douleur très très vive dans le corps social de Kabylie. C'est un contexte historique qu'il fallait rappeler pour bien marquer un petit peu la volonté qui a animé Slimane Rahmani. Je n'ai pas dit que, bien sûr, qu'en plus également, des guerriers qui ont survécu, ils ont été là, 20 à 25 000 ont été envoyés en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, dont les deux fils de Cheikh Ahdad, Aziz et Mohand, qui ont été également, ils ont été donc, Cheikh Ahdad est mort à Constantine, à la prison de Constantine. 10 jours après son arrestation, il est mort de mort naturelle, tandis que Aziz et Mohand a été libéré. Ils ont été libérés une dizaine d'années après. Et c'est là-bas d'ailleurs qu'ils ont fait connaissance des fameux communards, des fameux révoltés, des prolétaires français révoltés dans la commune de Paris, qui ont été également des bagnards envoyés en Nouvelle-Calédonie. C'est là-bas que Louise Michel, une femme extraordinaire, c'est une héroïne dans la Révolution française de la commune de Paris, de 1871. Elle a été bannie, elle a été envoyée au bagne de Nouvelle-Calédonie. C'est là-bas qu'elle a fait la connaissance des gens qui avaient été donc envoyés à partir de Kabylie. D'ailleurs, Louise Michel a fait ensuite, à sa sortie de prison, sa sortie du bagne, en 1900-1901, elle a fait un tour d'Algérie, notamment en Kabylie. Elle est venue à Tizi Ouzou et à Béjaïa pour faire des conférences, parce qu'elle était très très engagée, pour faire des conférences au sujet des Arabes. On les appelait à l'époque des Arabes, enfin, ils ne faisaient pas beaucoup la distinction, qu'elle avait connue en Nouvelle-Calédonie, en leur parlant un petit peu de leur mode de vie, de ce qu'ils avaient souffert, etc. Elle a été le témoin vivant de ceux qui sont restés très très loin de leur patrie. Donc voilà, il y a également la colonisation française aussi. Les débuts de la colonisation française a eu aussi un impact aussi sur la mentalité des gens, puisque le code de l'indigénat a été promulgué en 1881. C'est un code, en fait, c'est une justice expéditive qui était appliquée en Kabylie, en Algérie. C'était des indigènes, donc ils n'avaient pas droit alors que c'était la Deuxième République en France, puisque l'Empire français a chuté en 1871, donc ils vivaient sous le triptyque de liberté, égalité, fraternité. Mais la loi française en Algérie, c'était effectivement le code de l'indigénat, où les gens n'avaient pas tous les droits. Ils avaient, par exemple, c'est une justice administrative qui s'applique aux seules personnes définies comme indigènes. Elle ne respecte pas les principes généraux du droit français, en particulier en autorisant des sanctions collectives. C'est des sanctions collectives. Et quand quelqu'un commettait un délit ou un crime, c'était pratiquement toute la collectivité qui payait. Des déportations d'habitants. Donc on autorisait les déportations d'habitants, soit à Cayenne, soit en Nouvelle-Calédonie. Et on sanctionnait des pratiques que la loi n'interdisait pas, sans défense ni possibilité d'appel. C'était exactement ce qui s'était passé à l'apartheid en Afrique du Sud, ni plus ni moins. Donc, si vous voulez, à la limite, les Boers n'ont rien inventé en Afrique du Sud, ils avaient été déjà devancés par les Français. C'est ça, ça se passait en 1880. C'est qu'elle, à la fois dans l'espace, et a jeté tout un peuple dans une effroyable famine. Albert Camus a écrit en 1938
Abdelkami est né en 1913, il avait 26 ans, hein, c'était ses premiers écrits, un livre sur la grande famille en Kabylie. Il a décrit finalement des scènes absolument abominables qu'on ne peut pas supporter, des enfants qui mangeaient, qui creusaient pour trouver des racines et les manger. La famine était arrivée à un tel stade que finalement c'était innommable, c'était absolument atroce. Je me rappelle, moi, ce qu'on me racontait dans mon village, enfin je le dis comme ça à titre anecdotique, il y avait aussi des épidémies de peste et de choléra aussi, des épidémies. Et les gens étaient enterrés, on n'avait pas de tissu à l'époque, il n'y avait pas de tissu. Je parle ici des années 1900, jusque dans les années 1940. On enveloppait les gens dans du papier journal, du papier craft, et on les enterrait, bien évidemment avec les rites liturgiques musulmans, etc. Mais il n'y avait pas de tissu à l'époque, il n'y avait pas de tissu. C'était donc une période absolument atroce qui était vécue. Je prends, si vous le permettez, un livre qui a été consacré à la Grande Kabylie. Il s'appelle Alemma, Histoire de la Grande Kabylie. Vous voyez, hein, des Français qui a consacré un livre d'environ 1000 pages, un peu moins, non, j'exagère, 600 à 700 pages, consacré à l'histoire de la Grande Kabylie du 19e et du 20e siècle. C'est un gros bouquin. Je disais que la petite Kabylie est un petit peu... La pauvre, elle est un peu marginalisée. On trouve par contre des informations extraordinaires sur la Grande Kabylie. Et je vais vous parler de la dépossession des terres. 573. C'est un livre très intéressant à lire. Vraiment, c'est... mettrait beaucoup de temps. Voilà, par exemple, les Arfaounes, c'est le douar d'Azfoun. C'est Azfoun, c'est Porguedon. Alors, il y a 6787 habitants en 1873, c'est-à-dire un an après la fin de l'insurrection. Ils ont pris 1541 hectares dans la région d'Azfoun pour 6700 habitants, c'est-à-dire pratiquement 1 hectare par habitant. La Kabylie était riche à l'époque, puisqu'ils ont trouvé 1541 hectares uniquement dans la région d'Azfoun. La région de l'Aqsar, par exemple. À l'Aqsar, il y a 493 hectares pour 3200 habitants. La région de Tifra, 866 habitants, 812 hectares, et ainsi de suite. C'est là, si vous voulez, le total, on arrive à 450 000 hectares, à travers toute la Kabylie. Donc, si vous voulez, cette situation-là, ce contexte historique et géographique laissera des traces indélébiles dans la mémoire collective kabyle. Celle-ci gardera intacte l'image de l'insoutenable terreur qui a conduit à la tuerie de dizaines de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, et l'envoi au bain de milliers d'autres guerriers, ceux qui n'ont pas succombé sous les armes et les canons de nouveaux envahisseurs. Ça s'est passé en 1871. À titre toujours anecdotique, je vais vous lire à la page 165, ça c'est juste pour votre information, qui n'a pas grand-chose à voir, mais c'est quand même, je me dis, on va prendre un peu de temps puisque notre ami libyen n'est pas venu. Donc je vais... oui, un peu de débat. Moi, je vais leur infliger un peu de torture aussi à mon tour. 165. C'est important de le savoir. Mais je peux m'arrêter si vous voulez. Hein? Sans faut dire, voilà. Alors, c'est concernant l'émir Abdelkader. C'est important. Madame, elle a pris un stylo déjà. En 1871, soit 24 ans après la soumission à la France, et alors qu'Abdelkader était devenu à Damas un élément essentiel du dispositif politique qui était en train de mettre en place la France, les autorités coloniales d'Alger obtiennent très facilement de celui qu'on continuait à appeler l'émir qu'il condamne publiquement l'insurrection kabyle de 1871. Écoutez bien, ils ont demandé à Damas, à l'émir Abdelkader,
qui était là, très reconnu, très, très respecté, profondément respecté. C'est un grand personnage. Ils lui ont demandé, mais il était quand même l'otage des Français, l'otage ou leur invité honorable. Ils lui ont demandé donc de condamner publiquement l'insurrection et même qu'il désavoue l'un de ses propres fils, Mahidine, qui est nommé au nom de son grand-père, Smanas Fjedis, qui était apparu un temps au milieu des insurgés. L'émir s'exécuta dans une déclaration solennelle de loyalisme à la France que les généraux français s'empressèrent de faire lire, bien évidemment, sur les places publiques. Jusqu'à présent, et là c'est l'auteur qui complète ça, parce que c'est un grand monsieur, c'est sa thèse de doctorat d'État, il dit la chose suivante: jusqu'à présent, le seul historien maghrébin à avoir contribué sérieusement à désenchanter la légende dorée du l'émir Abdelkader en mettant au jour le rôle politique qu'il joua au Levant aux côtés de la France, c'est Abdelmajid Temimi, qui est un grand monsieur, un grand savant, un grand écrivain tunisien, écrivain, ethnologue, turcophone, un grand spécialiste de l'histoire turque, de l'histoire de l'Afrique du Nord pendant la période turque. Un monsieur qui a un doctorat d'État en langue française, etc., etc. C'est le seul jusqu'à présent qui a fait mention de cette anecdote qui reste quand même ici, ça va rester entre nous. Il ne faudrait pas qu'on publie ça, sinon on va avoir... voilà, ils vont nous taper sur les doigts. C'est quand même important à l'époque. On va publier, d'accord. Voilà. D'accord. Voilà, donc cet épisode, bien évidemment, cet épisode est resté très vif dans la mémoire. Il a été rapporté oralement et par écrit, bien évidemment, par les poètes de l'époque et par les écrivains qui sont venus après, comme vous devez le truc. Je cite c'est Mohamed Mohamed, Youssouf Qassi, Fadma Mansour, Amrouche, Youssouf Qassi, le compagnon de Si Mohamed Mohamed, et bien évidemment plus tard par Ma'amri, par Slimane Azam, a fait toute une littérature ou une poésie qui avait été consacrée à cette période-là, qui a marqué la mémoire des vivants. Voilà, c'est dans cette mémoire vive qu'a vécu Slimane Rahmani, dont la famille, comme son nom l'indique, et on revient là, on retombe dans les affaires un peu maraboutiques, est d'origine maraboutique, avec une filiation sacrale qui l'a rapproché de Cheikh Ahmed, chef de la Tariqa Rahmaniya, et qui l'ont conduit naturellement à apprendre assez tôt les rudiments de langue arabe. Le père de Slimane Rahmani, Cheikh Taddart. الشيخ تدارت يخدم في الزاويه تخلوي في السقاره نعرف قخام يسمى من الحراينس et donc طالب يسام زوار ذميس donc il lui a appris les premiers rudiments d'arabe et Slimane Rahmani donc a saisi cette opportunité et tout petit il a appris بالقسم كريبان ارزقي نوني يقدشنا في ثمي ثاقي نوني ذا انت قاعد تبن سمي قرثا كين ثعنا يون ورقاز يلورنا اسمورنا أوقاس أرقاز يعني تنسوث اسمورنا القبائل نسوث nous l'avons pratiquement éliminé de notre mémoire. Il a été absent de notre mémoire, mais il a aussi été absent de ce qu'on appelle un peu les médias. C'est peut-être aussi parce que c'est quelqu'un qui est né dans les années 1893. Il est mort en 1964. C'est Slimane Rahmani, plus exactement. C'est une figure emblématique de la région d'Aoukaz. Il est quelqu'un qui a eu un parcours de son vivant, un parcours très, très connu. Il était réputé par sa capacité à transcender un peu les drames et les tragédies qu'a vécu l'Algérie de l'époque. Et surtout aussi par le fait que c'est quelqu'un qui a réussi par ses propres moyens à parvenir vraiment au sommet même de la réussite académique.
et de la réussite académique en langue française. Mais c'est quelqu'un aussi qui a réussi à jumeler, ou plutôt à rassembler les trois cultures. La culture amazigh, la culture française et aussi la culture arabe. Donc, si vous permettez, c'est une brève introduction que je vais faire au sujet de Slimane Rahmani. Il n'y a pas eu beaucoup de documents qui ont été produits à son sujet, ni de témoignages particulièrement significatifs. J'ai eu comme référence principale un seul livre qui a été fait, qui a été écrit par deux personnes qui sont natifs d'Aoukas d'ailleurs. Ce sont donc des concitoyens de leur aîné, de Slimane Rahmani. C'est Nasser Mejdoub et Abdelrahman Amara. Ce sont eux qui ont écrit ce seul et unique livre, à ma connaissance, qui a été consacré donc à la mémoire, en hommage à leur aîné. J'ai également été dimanche dernier, dimanche 14 avril, j'étais en Algérie. Je me suis rendu sur les lieux même de naissance de Slimane Rahmani, plus exactement dans le village de Kharroubine. Et donc, je me suis rendu jusqu'à ces endroits chargés d'histoire, mais aussi chargés d'émotion, parce que j'étais accompagné par celui qui a un des co-auteurs de ce livre-là, Abdelrahman Amara, qui est un personnage haut en couleur. C'est quelqu'un, un véritable militant de la cause amazigh, mais qui a la particularité d'avoir quand même un parcours intellectuel assez prestigieux, puisqu'il a été diplômé de l'université de Bruxelles, où il a fait une formation d'ingénieur en électronique nucléaire. Et Abdelrahman Amara est présentement depuis 25 ou 30 ans à Aoukas. Il a tout délaissé, et donc il se consacre totalement à ce qu'on appelle maintenant dans le jargon moderne la recherche dans le patrimoine immatériel, c'est-à-dire un peu la culture amazigh. Donc il m'a accompagné dans ces lieux-là. Nous avons particulièrement visité cette école qu'a fréquentée Abdelkader Rahmani dans les années 1900. Lui, il est né en février 1893. Et donc, à l'âge de 6-7 ans, il est descendu dans cette école qu'on appelle l'école du deuxième bureau. Pas le deuxième bureau français, mais c'est une appellation locale, le deuxième bureau, qui est une école qui a été donc construite à l'intérieur de ce village colonial français. Donc, c'est une école fréquentée par l'immense majorité des enfants étaient d'origine européenne, à quelques exceptions près, dont Slimane Rahmani. Je reviendrai toujours sur cet aspect de l'école. C'est une dimension quand même assez importante dans son parcours. Et c'est pour ça d'ailleurs que je considérais que la visite de ce lieu-là était particulièrement symbolique. Donc c'est une école qui est restée pratiquement en l'état. Donc il y a la cloche des années 1900, les poignées de porte, les plafonds, le carrelage, les armoires. Il restait simplement les odeurs de l'encre violette pour ceux qui étaient les contemporains de ce liquide qu'on employait pour écrire à l'époque. Et c'était vraiment un moment chargé d'émotion parce qu'il y avait encore des enfants qui étaient là, des élèves. Ça sert toujours d'école, un peu vieillotte, un peu bouleversée par les pratiquement toute une demi-journée, qui m'ont finalement poussé à structurer un petit peu le petit exposé que je voulais vous faire. C'est un exposé, c'est-à-dire, bien modestement, c'est une entrée en matière, une sorte de déblayage, un défrichement pour essayer non pas de réhabiliter, qui suis-je d'ailleurs pour le faire, mais
disons, à la fois de rendre hommage à ce personnage, mais aussi pour peut-être donner lieu à un souhait qui ne serait pas simplement un vœu pieux, mais un souhait qu'à un moment donné, que des initiatives soient prises ici et là, pour que soit finalement peut-être rétablie un peu la vraie vie finalement de Slimane Rahmani. Il y a tellement de biographies qui se font, qui se réalisent actuellement, ici et ailleurs, que je pense qu'il mérite bien qu'on puisse lui consacrer des travaux, à la fois dans les universités, mais aussi pour des gens qui sont poussés par une curiosité intellectuelle et culturelle, pour un peu travailler là-dessus. Une petite pause dans l'actualité, parce qu'est-ce qu'il est possible, à la limite, de faire une petite voie de dérivation et parler de l'actualité de ce qui se passe en Algérie. J'allais faire le lien avec notre ami libyen que je ne connais pas, je n'ai pas eu le plaisir de le connaître, parce que si c'est un Libyen, ils vivent dans la même situation. Nous vivons un peu comme le Maroc d'ailleurs, c'est un ensemble de l'Afrique du Nord, puisque nous sommes le 20 avril aujourd'hui. Il n'est pas mauvais un peu de rappeler le contexte d'abord géographique. C'est un immense bloc d'un espace, un territoire de 6 millions de kilomètres carrés. C'est pratiquement la superficie de l'Australie. C'est un immense bloc ethniquement homogène et culturellement très différencié. Mais le nom d'ailleurs, j'allais le dire, le mot de Libye, nous étions tous des Libyens au début de notre histoire. Quand on prend Hérodote, qui est le père de l'histoire dans l'Antiquité, pour lui, le Libyen, le Libou en grec, c'était à la fois le territoire et les habitants de cette région qui va de l'ouest de la mer Rouge jusqu'aux confins de l'Atlantique. Donc, si vous voulez, c'est toute cette masse de ce territoire qui était peuplé de Libyens. Nous étions des Libyens avant. Puis ensuite, bien évidemment, ça c'est un petit peu... La dénomination a changé, a été modifiée. Nous sommes arrivés donc à la Numidie, à les Maures et les Gétules, qui ne sont finalement que des appellations qui concernent des territoires géographiques. Les Numides partant de Carthage jusqu'aux confins de la Mouloua au Maroc, les Maures habitant cette région qui est maintenant le Maroc contemporain, et les Gétules qui sont finalement le nord du Sahara, qui englobe un petit peu l'actuelle Numidie, l'actuelle plutôt ce qui était la Numidie, c'est-à-dire des confins allant de Sousse jusqu'à l'ouest du pays. De ce paradoxe et de cette dichotomie aussi, on en parlera tout à l'heure quand on discutera de la colonisation française aussi, parce qu'il faut toujours revenir à nos anciens démons, au sens propre et littéral du terme. Merci beaucoup. Donc, Nasser Mejdoub, je ne l'ai pas présenté. Voilà, je fais toujours des fautes de courtoisie, là. Nasser Mejdoub, c'est un poète chansonnier, musicien, artiste accompli. Il active beaucoup dans le domaine culturel. Il est l'un des principaux animateurs de l'enseignement tmazight à Okas. C'est l'un des auteurs de ce livre. Il faudrait que vous me laissiez prendre... Voilà donc, Nasser Mejdoub et Abdelrahman Amara. Donc ce livre-là, c'est le seul à ma connaissance, donc à date, je l'ai dit tout à l'heure, sur Slimane Rahmani. C'était un travail magnifique qui est à tout à l'honneur des auteurs. Ils ont rendu un hommage à leur aîné, ils ont ouvert la voie, ils vont susciter l'intérêt de certains et permettre, il faut le souhaiter, de faire déboucher sur des travaux ultérieurs. Je le disais tout à l'heure. Je vais ajouter quand même qui est important parce que je sais que ce sont des gens très sympathiques, mais aussi qui ont fait un travail vraiment digne d'être signalé.
Je dois vous dire qu'ils auraient été plus utiles et plus compétents que moi si ces deux estimables personnes étaient aujourd'hui ici à ma place. Ils auraient peut-être parlé avec beaucoup plus d'éloquence et de connaissances, ce qui signifie que je nourris l'espoir raisonnable qu'un jour ils puissent venir à Montréal, invités peut-être par la Fédération des Amazirs d'Afrique du Nord, qu'ils puissent venir ici, peut-être qu'ils puissent peut-être donner une conférence plus remplie, plus structurée, plus complète. Donc, pourquoi ce sujet? Et pourquoi est-ce une entrée en matière, une simple entrée en matière? C'est une injustice, à mon sens, et c'est partagé même par les gens d'Aucas. Une injustice involontaire ou non, je ne sais pas, et peu importe d'ailleurs, à l'égard du sort qui est fait par notre propre société à la mémoire de Slimane Rahmani. On peut subjectivement avoir le sentiment d'un oubli immérité. C'est l'histoire d'une absence. Je le disais tout à l'heure, mais je vais le répéter parce que je l'ai écrit. Son nom est évacué de notre propre mémoire. Il est absent dans les livres d'école. Il est absent ou si peu dans les écrits journalistiques. Il est absent dans les œuvres médiatiques. Il n'y a pas de documentaire, pas de film didactique, pas de conférence. On a celle-là, cette petite. Il n'y a pas de séminaire. Et au final, il est même absent. Et c'est tragique. Jusqu'à une période récente, dans son propre village à Aucas. Les gens ne le connaissaient pas, Slimane Rahmani. Abdrahman Amara a utilisé cette expression un peu poétique, il est poète à ses heures, en disant que Slimane Rahmani est un spectre évanescent qui plane au-dessus d'Aucas. J'ai ajouté que ça signifie un peu comme le père de Hamlet, qui venait dans les ténèbres nocturnes tous les jours au château d'Elseneur à minuit, demander à son fils et aux autres siens de réparer l'injustice qui lui a été faite, parce qu'il a été assassiné, le père d'Hamlet. C'est un peu cela, en moins tragique bien sûr. Et c'est un triste paradoxe. C'est un triste paradoxe, celui d'un enseignant-chercheur. Il est enseignant-chercheur, foisonnant, vraiment très riche, qui a déployé en son temps une immense et une grande activité publique, très connue de ses contemporains, à l'époque où il vivait. Les gens le connaissaient très très bien. Et cela et face à cela, nous sommes désagréablement étonnés devant la rareté des travaux qui lui sont consacrés. Si Slimane Rahmani est aujourd'hui un auteur oublié, marginalisé, il n'est pas seul. Sa région l'est aussi. Moi, je suis d'Asfoun. Je peux en parler en connaissance de cause, encore que j'ai peut-être l'excuse de vivre, enfin d'être né dans une région médiane. Asfoun est entre Tizi Ouzou et Béjaïa, donc je suis un peu plus à l'aise pour parler de cela. Mais c'est une Kabylie, la Kabylie des Babor, la Kabylie orientale, et la Kabylie aussi de l'Ouest, celle des Isser, de Boumerdès. J'ai le sentiment, personnellement, à mon âge, je partage avec quelques-uns, que ces deux prolongements territoriaux de la Grande Kabylie, ce qu'on appelle la Grande Kabylie, qui était une appellation strictement coloniale, eh bien, c'est perçu du haut du Djurdjurey, du Tamgout, avec un peu de dédain, un peu hautain, là, on les regarde un petit peu de très loin. De loin, parce que, il faut le dire, si Slimane Rahmani était né à Fort-National ou à Azfoun ou à Tigzirt ou ailleurs, il aurait eu peut-être un peu plus de notoriété, très certainement. Peut-être aussi, il y a aussi des causes objectives qui peuvent expliquer cela. La densité des structures scolaires en Kabylie avait favorisé, privilégié dans un premier temps la Grande Kabylie, où effectivement les premiers germes des intellectuels kabyles sont sortis de là-bas, effectivement, de la région du bloc continental, Michelet, Fort-National, Beni-Inni, Tizarachet. Mon père qui est né en 1902, a eu son certificat d'études en 1916 dans une petite école maritime à Boumellal, à Sidi Khalifa. Il a eu comme enseignant un instituteur, c'est Krouna Amr Kroum, qui est originaire de Tizi Rachid. Donc c'est une période où effectivement, d'abord l'accès à l'école était extrêmement limité. Il y a un numerus clausus qui a été fait dans le système éducatif, que les Français finalement avaient volontairement mis en place, pour des raisons très objectives, à la fois pour
permettre qu'à une petite élite, mais élite au sens européen du terme, une petite élite indigène, d'émerger pour faire fonctionner la petite bureaucratie de l'époque, les caïds, les chaouches, les bachagas et encore le rejeton. Et aussi, surtout, avoir une main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir être envoyé soit à la reconstruction des économies européennes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, soit tout simplement dans les armées dans la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. C'était un petit peu l'objet même finalement de l'école française. Et donc, de ce point de vue-là, Slimane Rahmani et la petite Kabylie, comme on les appelle, la petite Kabylie, la Kabylie orientale et la Kabylie occidentale, quand même subissent un traitement quelque peu injuste. Mais c'est un point de vue tout à fait personnel, on peut en discuter si vous voulez. Donc, au statut injuste d'être oublié des siens, d'être oublié ailleurs, il y a aussi un peu sa région également qui n'était pas un espace où il pouvait était bien établi et durable dans le temps. Je vais passer sur... J'avais noté un peu l'endroit où Slimane Rahmani est né. C'est l'Aroche, comme on dit, mais l'Aroche au sens ancien du terme, au sens étymologique, c'est-à-dire c'était des territoires organisés, des territoires stratégiques de défense, organisés en défense contre des ennemis. Et à l'époque, les ennemis ont toujours été particulièrement nombreux et surtout très dangereux pour cette partie de l'Afrique du Nord. Il y a l'Arouche, il est né dans l'Arouche Nathmhand, dans le village d'Aïssa. Il y a des villages de Thizi, de Msbah, Tharna, Aliwash. Je le dis, je ne sais pas s'il y a des gens d'Aoukas ici, parce qu'ils vont peut-être me corriger ou dire bon, que je suis en train dans les champs. Mais Amara Abdelkader m'a donné un petit peu toute la topographie et la toponymie de la région. Il est né donc dans ce village de Idelsen, un petit village, un petit village l'Aziv, un hameau, un petit hameau. C'était un îlot, à proximité du village de Kharoubine. Un village qui ressemble à tous les villages de Kabylie de l'époque, 1893. 1893, nous sommes à 20 ans du drame, de la plus grande tragédie qu'a vécu la Kabylie, c'est la fameuse insurrection de 1871, mars 1871. L'insurrection menée par Cheikh Haddad comme chef spirituel et le leader de la Rahmaniya, et également, bien sûr, le Bachaga Mohamed Mouqrani, le Hajj Mohamed Mouqrani, qui lui donc avait été donc l'initiateur de la première salve qui a été tirée contre l'occupation française. Et là, c'est un épisode qui a non seulement détruit un peu ça a été probablement la première conflagration qui a pulvérisé un peu le cœur même de la société kabyle. Parce que, outre le fait que la répression a été d'une cruauté et d'une violence inouïe, il y a eu aussi ce qu'on a appelé les séquestres, la mise sous séquestre. Il y avait environ 450 000 hectares qui ont été mis sous séquestre, donc partagés. 450 000 hectares de terres cultivables et fertiles. 450 000 hectares qui ont été pris par les colons français, donc par la colonisation, et distribués et remis donc aux gens qui venaient, aux colons qui venaient d'Alsace-Lorraine, parce que dans le même temps, en 1871, la France avait été vaincue par les Prussiens, par le royaume de Prusse. C'est à cette date d'ailleurs que l'Empire allemand, donc l'unification de la nation allemande s'est faite dans le château de Versailles. C'est juste des petites histoires anecdotiques, mais qui sont très importantes pour rapporter un petit peu, pour faire un peu des liens entre les différents événements historiques. Donc la France ayant été vaincue, après, en mai 1871, les armées allemandes sont arrivées à Paris. Elles ne sont pas rentrées à Paris parce qu'il y avait la commune de Paris qui s'est déclarée.
La Commune de Paris qui est aussi un événement exceptionnel dans l'histoire des idées politiques et dans l'histoire sociale européenne et même dans le monde, puisque Mao Tse-tung a repris la Commune de Shanghai un siècle et demi après. Ça a été quand même le signal qui a été donné concernant la lutte contre le capitalisme, le libéralisme sauvage, hein, tel qu'on le connaît d'ailleurs maintenant. Il est bel et bien présent chez nous et ailleurs, bien sûr. Et donc, ces deux événements ont fait que les terres qui avaient été arrachées aux paysans de Kabylie avaient été donc distribuées intégralement aux colons de l'Alsace-Lorraine, qui étaient deux provinces qui avaient été arrachées par les Allemands. Donc ils les ont conservées jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, comme vous le savez. Donc il y a deux provinces françaises qui avaient été mises sous séquestre. Donc l'Allemagne, la Prusse, l'Allemagne a pris donc, ces deux provinces françaises, et les Français ont pris 450 000 hectares de terres alluvionneuses, de terres très riches, appartenant depuis des millénaires aux habitants de la Kabylie, et ils les ont distribués à ces colons alsaciens et lorrains, qu'on retrouve d'ailleurs jusqu'en 1962, 63, 64. Donc, si vous voulez, cette expropriation, ce vol, ajouté donc à la destruction systématique, a fait que finalement, d'une pauvreté, la Kabylie est devenue finalement exsangue, totalement exsangue. Elle a perdu ses ressources humaines. Il y avait environ 200 000 guerriers kabyles, mal armés, mais vaillants, téméraires et courageux, qui ont succombé. 200 000 guerriers kabyles. Et donc, c'était la force vive de la Kabylie de l'époque. Parce que l'époque, démographiquement parlant, l'Algérie avait environ 3 millions et demi de personnes, d'habitants. Et donc 200 000 personnes reliées à une seule entité territoriale, c'est quand même assez très très important. Et ensuite, donc, le vol de cette rapine des terres a donc provoqué la famine, des maladies, et donc elle a totalement détruit le tissu social de Kabylie. Si ce n'était pas, disons, un peu cette capacité, cette volonté inextinguible de survie qui a permis finalement à la population de se reprendre un petit peu. Et ça, nous sommes donc à 20 ans, 1871, 1893, je reviens à l'objet de notre exposé. Slimane Rahmani est né en 1893. Donc l'oralité, donc la terreur qui s'est abattue sur la région a été donc transmise par ses propres parents et ses grands-parents, bien sûr. Ils ont vécu cela. Et donc il est resté profondément fasciné marqué profondément, pas lui-même seulement, mais toutes ces générations, a été marqué par la terreur et par la douleur qui est restée pratiquement une douleur très très vive dans le corps social de Kabylie. C'est un contexte historique qu'il fallait rappeler pour bien marquer un petit peu la volonté qui a animé Slimane Rahmani. Je n'ai pas dit que, bien sûr, qu'en plus également, des guerriers qui ont survécu, ils ont été là, 20 à 25 000 ont été envoyés en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, dont les deux fils de Cheikh Ahdad, Aziz et Mohand, qui ont été également, ils ont été donc, Cheikh Ahdad est mort à Constantine, à la prison de Constantine. 10 jours après son arrestation, il est mort de mort naturelle, tandis que Aziz et Mohand a été libérés. Ils ont été libérés une dizaine d'années après. Et c'est là-bas d'ailleurs qu'ils ont fait connaissance des fameux communards, des fameux révoltés, des prolétaires français révoltés dans la commune de Paris, qui ont été également des bagnards envoyés en Nouvelle-Calédonie. C'est là-bas que Louise Michel, une femme extraordinaire, c'est une héroïne dans la Révolution française de la commune de Paris, de 1871, elle a été bannie, elle a été envoyée au bagne de Nouvelle-Calédonie. C'est là-bas qu'elle a fait la connaissance des gens qui avaient été donc envoyés à partir de Kabylie. D'ailleurs, Louise Michel a fait ensuite, à sa sortie de prison, sa sortie du bagne, en 1900-1901,
Elle a fait un tour d'Algérie, notamment en Kabylie. Elle est venue à Tizi Ouzou et à Béjaïa pour faire des conférences, parce qu'elle était très très engagée, pour faire des conférences au sujet des Arabes. On les appelait à l'époque des Arabes, enfin, ils ne faisaient pas beaucoup la distinction, qu'elle avait connue en Nouvelle-Calédonie, en leur parlant un petit peu de leur mode de vie, de ce qu'ils avaient, de ce qu'ils avaient souffert, etc. Elle a été le témoin vivant de ceux qui sont restés très très loin de leur patrie. Donc voilà. Il y a également la colonisation française aussi. Les débuts de la colonisation française a eu aussi un impact aussi sur la mentalité des gens, puisque le code de l'indigénat a été promulgué en 1881. C'est un code, en fait, c'est une justice expéditive qui était appliquée en Kabylie, en Algérie. C'était des indigènes, donc ils n'avaient pas droit alors que c'était la Deuxième République en France, puisque l'Empire français a chuté en 1871, donc ils vivaient sous le triptyque de liberté, égalité, fraternité. Mais la loi française en Algérie, c'était effectivement le code de l'indigénat, où les gens n'avaient pas tous les droits. Ils avaient, par exemple, c'est une justice administrative qui s'applique aux seules personnes définies comme indigènes. Elles ne respectent pas les principes généraux du droit français, en particulier en autorisant des sanctions collectives. C'est des sanctions collectives. Quand quelqu'un commettait un délit ou un crime, c'était pratiquement toute la collectivité qui payait. Des déportations d'habitants. Donc on autorisait les déportations d'habitants, soit à Cayenne, soit en Nouvelle-Calédonie. Et on sanctionnait des pratiques que la loi n'interdisait pas, sans défense ni possibilité d'appel. C'était exactement ce qui s'était passé à l'apartheid en Afrique du Sud, ni plus ni moins. Donc, si vous voulez, à la limite, les Boers n'ont rien inventé en Afrique du Sud, ils avaient été déjà devancés par les Français. C'est ça, ça se passait en 1880. C'est qu'elle, à la fois dans l'espace, et a jeté tout un peuple dans une effroyable famine. Albert Camus a écrit en 1938. Albert Camus est né en 1913, il avait 26 ans, c'était ses premiers écrits, un livre sur la grande famille en Kabylie. Il a décrit finalement des scènes absolument abominables qu'on ne peut pas supporter, des enfants qui mangeaient, qui creusaient pour trouver des racines et les manger. La famine était arrivée à un tel stade que finalement c'était innommable, c'était absolument atroce. Je me rappelle, moi, ce qu'on me racontait dans mon village, enfin je le dis comme ça à titre anecdotique, il y avait aussi des épidémies de peste et de choléra aussi, des épidémies. Et les gens étaient enterrés, le kfen, on n'avait pas de tissu à l'époque, il n'y avait pas de tissu. Je parle ici des années 1900, jusque dans les années 1940. On enveloppait les gens dans du papier journal, du papier craft, et on les enterrait, bien évidemment avec les rites liturgiques musulmans, etc. Mais il n'y avait pas de tissu à l'époque, il n'y avait pas de tissu. C'était donc une période absolument atroce qui était vécue. Je prends, si vous le permettez, un livre qui a été consacré à la Grande Kabylie. Il s'appelle Alemma, Histoire de la Grande Kabylie. Vous voyez, des Français, qui a consacré un livre d'environ 1000 pages, un peu moins, non, j'exagère, 600 à 700 pages, consacré à l'histoire de la Grande Kabylie du 19e et du 20e siècle. C'est un gros bouquin. Je disais que la petite Kabylie est un petit peu... La pauvre, elle est un peu marginalisée. On trouve par contre des informations extraordinaires sur la Grande Kabylie. Et je vais vous parler de la dépossession des terres. 573. C'est un livre très intéressant à lire. Vraiment, c'est mettrait beaucoup de temps. Voilà, par exemple, les Zarfaounes. Les Zarfaounes, c'est le douar d'Azfoun. C'est Azfoun, c'est Porguedon. Alors, il y a 6787 habitants en 1873, c'est-à-dire un an après la fin de l'insurrection. Ils ont pris 1541 hectares dans la région d'Azfoun pour 6700 habitants, c'est-à-dire pratiquement 1 hectare par habitant. La Kabylie était riche à l'époque.
puisqu'ils ont trouvé 1541 hectares uniquement dans la région d'Asfoul. La région de l'Aqsar, par exemple. À Al-Qsar, il y a 493 hectares pour 3200 habitants. La région de Tifra, 866 habitants, 812 hectares, et ainsi de suite. C'est là, si vous voulez, le total, on fait le total, on arrive à 450 000 hectares, à travers toute la Kabylie. Donc, si vous voulez, cette situation-là, ce contexte historique et géographique laissera des traces indélébiles dans la mémoire collective kabyle. Celle-ci gardera intacte l'image de l'insoutenable terreur qui a conduit à la tuerie de dizaines de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, et l'envoi au bain de milliers d'autres guerriers, ceux qui n'ont pas succombé sous les armes et les canons de nouveaux envahisseurs. Ça s'est passé en 1871. À titre toujours anecdotique, je vais vous lire à la page 165, ça c'est juste pour votre information, qui n'a pas grand-chose à voir, mais c'est quand même, je me dis, on va prendre un peu de temps puisque notre ami libyen n'est pas venu. Donc je vais, oui, un peu de débat, moi je vais leur infliger un peu de torture aussi à mon tour. 165. C'est important de le savoir. Mais je peux m'arrêter si vous voulez. Hein? Sans faut dire, voilà. Alors, c'est concernant l'émir Abdelkader. C'est important. Madame, elle a pris un stylo déjà. En 1871, soit 24 ans après la soumission à la France, et alors qu'Abdelkader était devenu à Damas un élément essentiel du dispositif politique qui était en train de mettre en place la France, les autorités coloniales d'Alger obtiennent très facilement de celui qu'on continuait à appeler l'émir qu'ils condamnent publiquement l'insurrection kabyle de 1871. Écoutez bien, ils ont demandé à Damas, à l'émir Abdelkader, qui était là, très reconnu, très, très respecté, profondément respecté, c'est un grand personnage, ils lui ont demandé, mais il était quand même l'otage des Français, l'otage ou leur invité honorable. Ils lui ont demandé donc de condamner publiquement l'insurrection et même qu'il désavoue l'un de ses propres fils, Mahidine, qui est nommé au nom de son grand-père, Smanas Fjedis, qui était apparu un temps au milieu des insurgés. L'émir s'exécuta dans une déclaration solennelle de loyalisme à la France que les généraux français s'empressèrent de faire lire, bien évidemment, sur les places publiques. Jusqu'à présent, et là c'est l'auteur qui complète ça, parce que c'est un grand monsieur, c'est sa thèse de doctorat d'État, il dit la chose suivante: jusqu'à présent, le seul historien maghrébin à avoir contribué sérieusement à désenchanter la légende dorée du l'émir Abdelkader en mettant au jour le rôle politique qu'il joua au Levant aux côtés de la France, c'est Abdelmajid Temimi, qui est un grand monsieur, un grand savant, un grand écrivain tunisien, écrivain, ethnologue, turcophone, un grand spécialiste de l'histoire turque, de l'histoire de l'Afrique du Nord pendant la période turque. Un monsieur qui a un doctorat d'État en langue française, etc., etc. C'est le seul jusqu'à présent qui a fait mention de cette anecdote qui reste quand même ici, ça va rester entre nous. Il ne faudrait pas qu'on publie ça, sinon on va avoir... voilà, ils vont nous taper sur les doigts. C'est quand même important à l'époque. On va publier, d'accord. Voilà. D'accord. Voilà, donc cet épisode, bien évidemment, cet épisode est resté très vif dans la mémoire. Il a été rapporté oralement et par écrit, bien évidemment, par les poètes de l'époque et par les écrivains qui sont venus après, comme vous devez le je cite c'est Mohamed Mohamed, Youssouf Qassi, Fatima Mansour, Amrouche, Youssouf Qassi, le compagnon de Mohamed Mohamed, et bien évidemment plus tard par Ma'amri, par Slimane Azam, a fait toute une littérature ou une poésie qui avait été consacrée à cette période-là, qui a marqué la mémoire des vivants.
Voilà, c'est dans cette mémoire vive qu'a vécu Slimane Rahmani, dont la famille, comme son nom l'indique, et on revient là, on retombe dans les affaires un peu maraboutiques, est d'origine maraboutique, avec une filiation sacrale qui l'a rapproché de Cheikh Ahmed, chef de la Tariqa Rahmaniya, et qui l'ont conduit naturellement à apprendre assez tôt les rudiments de langue arabe. Le père de Slimane Rahmani, Cheikh Taddart. الشيخ تدارت يخدم في الزاويه تخلوي في السقاره نعرف وخام يسمى من الحراينس اي دونك طالب يسام زوار ذميس دونك il lui a appris les premiers rudiments d'arabe et Slimane Rahmani donc a saisi cette opportunité et tout petit il a appris يقرا شطح القرآن يقرا ثلاثة أعراف واسمه يكتب وكلش et donc avec ce qu'il a appris dans l'école française il a pu progresser pour effectivement devenir un parfait arabisant un parfait amazighophone on appelle un amazighophone et un parfait francophone donc voilà c'est quelqu'un qui a rassemblé les trois cultures qui vont lui servir par la suite. Donc voilà brièvement, je n'ai pas été bref, Sibel Qasim me fait le reproche en silence. Voilà brièvement décrit ce contexte. Un jeune homme qui enjambe le 19e et le 20e siècle, tous deux marqués par la guerre, la première et la seconde, le dénuement et la misère des populations, la domination et la discrimination dont elles sont victimes, qui auront la mémoire longue dans cette période. C'est une période où l'indigène était vu un peu d'une certaine façon. L'indigène était vu par les Français d'une certaine façon. Je vais vous donner un exemple très rapide qui est arrivé à Azfoun, dans mon village natal, qu'on appelait avant Port-Guédan. C'est la revue africaine de 1927. La revue africaine est un document fondamental. Même ce livre-là sur la Grande Kabylie, même celui-là de Kotani sur la Kabylie orientale, ont tous puisé sur ce document, la revue africaine, qui chaque année sortait un bulletin de 1852 jusqu'à 1959. Donc c'est un document, vraiment, c'est des livres extraordinaires. J'en ai acheté là, ça fait très longtemps. J'ai ramené ça ici à Montréal. Voilà. Je vais vous lire ça. Le docteur Gavard, c'est un Européen, parce qu'Azfoun, Port-Guédan, était un village de colonisation. Il y avait environ 60% d'Européens, dont environ 10 à 15% d'Israélites. On les appelait des Israélites à l'époque, on ne les appelait pas des Juifs, des Israélites, et environ 20% d'indigènes musulmans. Le docteur Gavard, médecin de colonisation à Port-Guédan, trouve au Kabyle un péritoine de chien. Vous savez ce que c'est qu'un péritoine? C'est la membrane qui sépare qui enveloppe les viscères et qui sépare un peu la séparation avec la cage thoracique. Donc il trouve au Kabyle, c'est en 1927 ça, hein, c'est en 1927 que ça se passe, hein, c'était pas le siècle d'avant. Il trouve au Kabyle un péritoine de chiens. Les chiens dont il s'agit sont ceux qui se font découdre par le sanglier. Un garde les recoue avec n'importe quel fil et n'importe quelle aiguille, et ils ne s'en portent pas plus mal. Le ventre des Kabyles sont à peu près aussi accommodants. Entre plusieurs cas analogues, en voici un que cite le docteur Gavard. Un homme a reçu un coup de corne dans le ventre. Le chirurgien le trouve étendu au pied d'un figuier, roulé dans son burnous crasseux, dans le bourdonnement des mouches. Il est là depuis plusieurs heures. On l'opère sur place. Pendant l'opération, dit le docteur Gavard, les puces et les mouches sautaient sur mon champ opératoire. Euphémisme qui désigne naturellement le ventre ouvert du malade. Le cas paraissait clair et la péritonite inévitable. 8 jours après, le médecin de colonisation était chez lui au dispensaire de Port-Guédan. Il entend une cavalcade à la porte. C'était son opéré, donc le paysan, qui venait au petit trot d'un mulet se faire enlever les points de suture. C'est d'abord une sorte d'hommage qui a été rendu à la vigueur corporelle des Kabyles. Hein, c'est incroyable. Mais en même temps aussi, c'est un scientifique, c'est un médecin qui a fait ses études, qui disait que les Kabyles avaient un péritoine de chien. Voilà, c'est ça, comment on était considérés dans les années 1927. C'est pas loin, ça. Voilà. Donc la société dans laquelle a vécu donc Slimane Rahmani, c'est une société donc qui avait soif de la terre, qu'on leur a enlevé. Elle avait aussi soif de l'école. Je ne sais pas si parmi vous, certains ont lu Mustafa al-Ashraf.
il va vous parler, il parle dans son livre Algérie, Nation et Société, du niveau d'instruction, disons, des Algériens qui venaient d'être colonisés. Et ça, en reprenant les témoignages des généraux français qui écrivaient dans leur rapport officiel, ou qui écrivaient aussi dans des correspondances privées, à leur maman, à leurs fiancés, à leurs épouses, à leurs frères et tout. Ils écrivaient en disant que, dans pas mal de correspondances, ils disaient que finalement, les habitants de ce pays que nous avons été envahir et qu'on considérait comme des barbares avaient un niveau d'instruction nettement beaucoup plus élevé que nos propres soldats, qui étaient des paysans des provinces françaises, qu'on ramenait de la Provence, de Bordeaux, de Saint-Étienne, de Lille, etc., et qui n'allaient pas à l'école. Ils étaient illettrés, analphabètes. Et à l'époque, l'Algérie possédait déjà un système éducatif, j'allais dire rudimentaire. Mais il existait, les gens savaient lire, écrire, compter et faire des opérations. C'était énorme à l'époque. Donc, c'est un petit peu cette soif, à la fois de la terre qu'on a enlevée, et aussi la soif du savoir, de la connaissance. La soif de la connaissance qu'on a, effectivement, il y avait des zaouïas, et Maamrin avait été totalement détruite. Il en restait quelques-unes. Gath Genève, etc. Donc, pourquoi l'école? Parce que le contexte de l'Algérie coloniale en ce début du XXe siècle était marqué par une ouverture très limitée, je le disais tout à fait au début, de l'école républicaine de Jules Ferry, qui était un ministre de l'instruction publique française dans les années 1880 et qui est devenu aussi un président du Conseil et qui a ouvert donc un peu la porte aux citoyens français avec effectivement l'école laïque, l'école obligatoire et l'école gratuite. Donc c'est un petit peu cette loi qui a permis aux colons français de pouvoir en profiter, mais aussi accessoirement et secondairement aux indigènes, mais en termes très très limités. Voilà. Donc pour sa part, Slimane Rahmani a fréquenté cette école. Donc elle était située quand même à 1,5 km de chez lui, il était tout petit, hein, l'école primaire. Mais finalement, c'est le sort aussi de tous les Kabyles qui ont été à l'école à l'époque. Hein. Moi, j'allais à l'école de Boumelel, au bord de la mer, à Azfoun. Je venais de mon village natal qui était situé à 3 km. On venait le matin en groupe, tous les enfants du village venaient. Puis le soir, on repartait. Et en hiver, c'était les adultes du village qui venaient nous attendre parce qu'on avait peur des chacals, des trucs, etc. Donc c'était un petit peu la vie du petit Kabyle qui allait à l'école, qui souffrait un petit peu, mais enfin qui tenait bien à ce qu'il sorte un petit peu de ce statut. L'adversité et le ressentiment à l'égard de l'ennemi français ont poussé donc Slimane Rahmani à vouloir connaître de l'intérieur la culture de cet univers et trouver l'origine de sa puissance matérielle et technologique, qui a pris le dessus sur la voyance et la bravoure des guerriers kabyles. Donc il était poussé par une sorte de curiosité naturelle, bien évidemment, puisqu'il était dans une école où on enseignait un petit peu les idées, on ordonnait un petit peu selon le schéma classique de l'école rationnelle. On disait, bon, il faudrait voir un peu qu'est-ce que c'est, pourquoi ils nous ont battus, parce que matériellement c'était une puissance, et technologiquement aussi, on peut tout simplement dire cela. Alors que c'était finalement les deux conquêtes qui ont été le plus réussies. C'est la conquête arabe qui, elle, était venue par voie terrestre. C'est la seule conquête qui est venue par voie terrestre, parce que les Visigoths, les Vandales, les Espagnols et les Romains, les Phéniciens sont venus toujours par mer, mais ils sont venus par voie terrestre, et les Français. Ce sont deux arrivées qui ont marqué durablement notre pays. Ces aspects de l'univers historique, sociologique et culturel, l'insurrection, la famine, la culture arabe et religieuse, l'école française, ont certainement pesé dans l'orientation future de Slimane Rahmani, qui a consacré sa vie à l'enseignement et à la recherche dans les 3 langues dont il gravit jusqu'au sommet les échelons académiques, performance assez exceptionnelle à l'époque. Exceptionnelle parce qu'à l'école normale, en prenant le cas de Mouloud Ma'amri ne parlait pas l'arabe, il ne connaissait pas. Boulifa, oui, c'est une exception. Ben Sdira, c'est une exception. Ben Sdira, ça a été le premier professeur d'arabe, natif de Biskra d'ailleurs, qui était... Comment?
Il s'est spécialisé en Kabylie lors d'une mission qu'il a effectuée. Donc vous voyez un peu leur capacité d'apprentissage qui était phénoménale. Ben Sdira, qui est né à Biskra, il a fait une mission de quelques mois en Kabylie. Il a plongé dans la langue berbère. Et puis aussi à Biskra aussi, c'est à côté. Mchounesh est à côté. Donc c'est une région berbérophone. Donc si vous voulez, c'est quelqu'un qui était doté de ce triptyque-là culturel qui était très, très éducatif, très important. Donc, Slimane Rahmani fera partie de cette minorité d'Algériens à s'en sortir. La plupart des jeunes gens ont été jetés comme paysans, je le disais tout à l'heure, sur des terrains fertiles ou poussés à l'immigration vers la France, et ce surtout au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Après sa scolarité primaire, Slimane Rahmani fera l'école normale de Bouzaria. Il deviendra d'ailleurs là-bas, il sera élève, mais il sera aussi professeur d'arabe dans les années 1948. En 1958, il sera professeur d'arabe également au lycée Gautier. Le lycée Gautier, c'est celui qui a écrit cet article-là sur le péritoine de chien. Tiens, voilà, c'est ça. Voilà. Péritoine de chien chez les Kabyles, c'est un géographe, un historien, qui a écrit ce texte-là. Et donc, on lui a donné le nom d'un des grands lycées. Il est devenu ce lycée Omar Rassim, je crois, à Alger. Le lycée Omar Rassim que j'ai fréquenté de 63 à 65. Il était sous la coopération française à l'époque. Donc, Slimane Rahmani a été donc, professeur au lycée Victor Hugo. Gautier, Victor Hugo, Omar Rassim. Voilà, c'est ça. Il a été, donc, ses contemporains, rapidement, j'ai passé Belkacem Ben Sdira, Mohamed Saïd El-Chani, qui est un enseignant, syndicaliste, un gars engagé dans les luttes sociales, un des rares d'ailleurs, parce qu'en parlant des enseignants, des instituteurs sortis de l'école normale de Bouzaria, il y a toujours un problème qui s'est posé, qui est toujours encore un petit peu au-dessus de nos têtes là. C'est une sorte de, pas une question de tabou, mais pendant la révolution algérienne en 1954, nous n'avons pas vu beaucoup d'instituteurs dans les rangs des révolutionnaires, de ceux qui ont pris le maquis ou de ceux qui ont été assez rares, je pense. En tout cas en Kabylie, la région qu'on connaît le mieux, il n'y a pas eu beaucoup. Les gens se sont cantonnés dans le... Pardon. Les gens se sont surtout cantonnés dans leur métier. Ils se sont installés dans leur petite coquille, mais c'est une coquille où quand même on peut trouver peut-être un motif à cela. Il y a peut-être un peu de conservatisme, j'imagine, un peu idéologique, aussi peut-être le confort d'une fonction. Mais je pense fondamentalement qu'ils étaient tellement passionnés par leur fonction, par leur métier, passionnément, vraiment. Ils aimaient passionnément leur métier. Il fallait voir un peu le métier des instituteurs de l'époque. Ils étaient à des kilomètres des lieux de vie, finalement. Et ils se consacraient c'est un véritable sacerdoce. Et je pense qu'ils ont compris finalement, peut-être sciemment ou inconsciemment, ils ont compris qu'il fallait semer de la graine. Et c'est finalement la graine semée par ces enseignants qui ont donné finalement peut-être l'encadrement idéologique, et du moins ceux qui ont été donc à l'origine et qui ont mené disons les combats ont été plus ou moins aussi à l'école française, mais aussi à l'école de ces enseignants-là. Je tire un petit peu la corde pour essayer de trouver quelques alibis, mais il y a de ça. Il est resté donc pendant la guerre, il a été enseignant. Est-ce qu'il a pris parti? Je ne sais pas. Donc c'est ça aussi. C'est quand je parlais tout à l'heure d'un vraiment un défrichage. Il faut un peu déblayer tout cela lorsqu'on essaie un peu de s'introduire dans l'existence professionnelle, dans la vie privée d'un homme connu. Et peut-être aussi voir ça. C'est quelqu'un aussi dont la culture arabe a été d'un apport très certain pour lui-même, parce qu'il comprenait également aussi un peu le fonctionnement de l'époque aussi. Peut-être un peu plus que ses collègues. Je m'explique. La formation en arabe de Slimane Rahmani le mettait en contact direct avec l'histoire issue de la Première Guerre mondiale.
C'est l'époque, dans les années, on parle des années 1920 jusqu'à 1950-1960. C'était une histoire qui mouvementait, où le Moyen-Orient avait connu un certain nombre de soubresauts. D'abord, la disparition de l'Empire ottoman en 1921. Donc, bien évidemment, avec le lâchage de toutes les colonies turques, de la Grande Syrie, de l'Égypte, de la Libye, moindrement, disons, de la Tunisie, 1912. Et là, donc, Slimane Rahmani a dû certainement connaître de l'intérieur. Il n'a pas écrit là-dessus. En tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas vu ça. Peut-être dans des correspondances, peut-être dans des conférences qu'il a prononcées, je ne sais pas. Mais c'est aussi très intéressant de savoir quelle a été finalement son appréciation de ce qui s'est passé pendant cette période au Moyen-Orient. Et par contre-coup, il y a un retentissement en Algérie. Je veux parler, par exemple, du mouvement des jeunes Turcs aussi, qui a quand même influencé les débuts de l'éveil de la conscience nationale algérienne avec l'émir Khaled. Il a aussi... c'est également la Nahda avec Jamal Din Afghani, Mohamed Abdou, Rachid Rida. Lui aussi était très familier de cette problématique, qui a également joué en faveur d'une lutte contre la colonisation britannique. Je parle toujours du Moyen-Orient, de toute la Mésopotamie, de la grande Syrie. Et aussi, bien évidemment, de l'éveil de la Nahda partie d'Égypte, par exemple, et aussi c'est les ulémas algériens. Donc, si vous voulez, et j'ajouterai bien sûr le Ba'ath syrien, 1948, les années 1940. Donc, si vous voulez, c'est une histoire qui concerne principalement le Moyen-Orient, mais aussi qui a un retentissement direct sur la maturation des idées politiques et religieuses aussi en Algérie, et qui a préparé aussi un peu le terrain à ce qui s'est passé ensuite vers les années 1950. Et je pense que Slimane Rahmani aussi ajoute un petit peu un plus à sa connaissance, une connaissance très riche et très diversifiée en langue arabe, en langue française, et bien évidemment dans la langue amazigh. Mais je ne crains pas avoir beaucoup de temps pour parler, parce qu'il a fait des travaux ethnographiques dans la région d'Aoukas. Mais si Ibn Qasim est en train de se dire quand est-ce que je vais terminer, il est 4 heures. Voilà. J'ai dit de résumer, c'est tout. On résume difficilement, très difficile. Elle est fatiguée, elle est épuisée. Ah ben bon. Je voudrais peut-être vous dire un peu pour que vous ayez une idée exacte de son parcours. Disons, et lui-même, il n'a pas été dans des universités pour décrocher là. C'est lui-même, il était à la fois enseignant, chercheur à Aoukas, dans ses villages, dans ses villages. Lui-même menait des études selon les normes scientifiques, selon les méthodologies, comme on dit maintenant, disons, de gestion des études ethnographiques, anthropologiques, il les menait de façon très correcte, mais en même temps aussi, il était en même temps auto-étudiant. C'était lui-même. Il avait un brevet de langue berbère en 1926. Brevet de langue berbère. Parce qu'à l'époque, ils étaient un peu plus en avance qu'en Algérie. À l'époque, il y avait l'arabe dialectal et il y avait la langue berbère qui s'enseignait. Il y avait des diplômes à l'époque. Allez maintenant à Sidi Bel Abbas, à l'université de Bel Abbas, pour avoir un diplôme berbère, il va vous dire, on ne connaît pas ça. Mais ça a existé en 1926, c'est extraordinaire. Le brevet de langue arabe, il l'a eu en novembre 1927. Le diplôme de langue arabe, en 1934. Diplôme supérieur de dialecte berbère, 1936. Diplôme supérieur de dialecte berbère. Vous voyez déjà, c'est une université sous l'égide de la colonisation, après tout ce que je viens de dire, de mal, de dur, cette colonisation, mais quand même, il faut reconnaître qu'il y a, dans le monde universitaire, dans le monde éducatif, il y a eu des avancées que nous avons totalement perdues. C'est comme un peu le système, ce qu'on appelle les écoles franco-musulmanes, par exemple. Le franco-musulman, qui a perpétué dans les années 1964-65, qui était une école extrêmement riche parce qu'elle donnait un enseignement en français et en arabe aux Algériens. Il était également diplômé d'études supérieures de langue et de littérature arabe en 1940 et docteur en lettres françaises en juillet 1954. C'est quand même quelqu'un qui a dans sa besace
un bagage intellectuel qui pouvait quand même forcer l'admiration, d'abord de ses corréligionnaires, mais aussi de ceux en face de qui il se trouvait, que ce soit des arabophones expérimentés ou bien dans le monde mondain, colonial, bien évidemment, qu'il côtoyait puisqu'il a été élu président du Pen Club Algérie en 1936. Vous savez ce que c'est que le Pen Club? Le Pen Club, c'est l'association de tous les hommes de théâtre, de littérature, de poésie, dans un État donné, et qui élisent démocratiquement, bien évidemment, pas comme maintenant, démocratiquement, ils élisent un des leurs, parmi le plus performant, parmi le plus significatif, peut-être même le plus compétent, doté d'une personnalité de valeur morale et d'honnêteté, il le note. Il a été élu par quasi-majorité, par les quasi-majorités d'hommes de culture français, européens. Donc, il était président du Pen Club d'Algérie. Il n'y a rien que ça. Voilà. Alors, la reconnaissance de son talent. Oui, c'est le Pen Club, voilà, je suis passé. Son attitude dans les... Voilà. Son attitude devant la modernité. Slimane Rahmani, dans la société européenne, il évolue avec aisance et facilité. Il fait quand même cet itinéraire de va-et-vient entre son village natal et le monde moderne. C'est le village natal qui lui colle à la peau et qui demeure l'objet de ses préoccupations intellectuelles permanentes. Et d'autre part, avec la société mondaine et évoluée de grandes cités, propres, policées, vivant avec raffinement et commodité matérielle et intellectuelle. Vous imaginez un petit peu, il passe d'un monde pré-capitaliste, la préhistoire, le canon, il bascule dans un univers complètement différent. Dans ces deux univers séparés par des siècles, il réussit de tirer le maximum de l'un, et ça c'est important, de tirer le maximum de l'un pour protéger et nourrir l'autre, à l'instar d'autres, qu'il franchira ainsi les différentes étapes de ses études. Sur le plan de ses convictions existentielles profondes, cela pourrait peut-être surprendre plus d'un, ici, et peut-être en tout cas chez les Québécois, c'est sûr, où la déconfessionnalisation elle a eu lieu dans les années 1970. Ils ont fait descendre Dieu de son piédestal, s'il en a un. Slimane Rahmani était une personne très religieuse, parce que son père était un cheikh, donc il lui a donné une... Voilà. Dans l'ouvrage de Nasser Mejdoub, donc celui-là, dans cet ouvrage-là, j'ai repris le neveu de Slimane Rahmani apportera un précieux témoignage sur son oncle, chef de service d'anesthésie et de réanimation en urgence à l'Institut hospitalier franco-britannique de Paris. Ça, c'est son petit-neveu. C'est le fils de son frère, le frère d'Abdrahman, qui était un professeur d'université, le frère de Slimane Rahmani. Il écrit ceci. C'est son oncle, donc, son grand-oncle. En 1942, Slimane Rahmani fut couronné du prix littéraire d'Algérie pour son œuvre ethnologique et sociologique traitant de sa langue et de la région natale d'Aoukaz, diffusée entre 1933 et 1940, à travers les contributions apportées aux différents congrès auxquels il participait. En 1947, il présida le Pen Club Algérie, qui regroupait les écrivains, etc., etc., etc. Pendant la même année, il produit Le tir à la cible et le Nif en Kabylie, un opuscule ethnographique qui restitue une coutume culturelle et une valeur sociale kabyle telle que vécue dans les montagnes des Babor. En 1952, il participa au Congrès international des sciences anthropologiques et ethnologiques organisé par la Fédération des sociétés d'Afrique du Nord à Vienne, en Autriche. En 1954, il obtient son doctorat en lettres agrégé par l'université d'Aix-en à Marseille. Il est parmi les premiers autochtones à obtenir ce titre. Sa thèse traitait d'un sujet principal, monographie de la commune de l'Oued Marsa, étude de sociologie nord-africaine, sujet secondaire, l'agriculture kabyle, la Djem'a, son organisation et ses attributions avant et après la conquête française. J'ai retrouvé dans sa correspondance des lettres d'Emmanuel Robles, de Gabriel Odizio et d'autres grands noms de la littérature française des années 50. Il ajoutera: ces deux passions étaient l'écriture et la transmission du savoir par l'enseignement. Tous ceux qui l'ont connu
loue ses capacités pédagogiques. Il a enseigné l'arabe dialectal et littéraire, le berbère et le français à des générations, dont son élève Jacques Berck. Vous connaissez Jacques Berck, qui est un grand sociologue arabisant français. Il a même fait la traduction du Coran, qui a été reçu l'imprimature de l'université d'Al-Azhar. Il est natif de Frenda. Et d'ailleurs, c'est un professeur émérite du Collège de France. Il a collaboré, donc toujours Slimane Rahmani, en 1936, avec le grand rabbin d'Alger, Maurice Ezembeth, à l'élaboration d'un livre sur l'origine des noms des Juifs d'Afrique du Nord. C'était un homme ouvert, profondément attaché à l'Algérie et à ses racines. Un autre témoignage émanant de Ali Sayad est toujours puisé dans l'ouvrage de nos deux auteurs. Il écrit à propos de Slimane Rahmani qu'il fut le précurseur autochtone de l'ethnographie reconnu par ses pairs. Il nous a montré la voie à suivre. Il est de notre géographie, de notre histoire. Nous partageons tous les repères du pays qui l'ont vu naître, le terroir qui nous a vu grandir. Vous voyez donc, c'est quelqu'un quand même qui a eu un parcours prestigieux. Et vous voyez donc, comme je le disais tout à fait au début, que c'est quelqu'un qui est tombé un peu dans l'oubli. J'ai parlé de l'oubli au début, voire d'ostracisme dans lequel il a été tenu. Je voudrais aussi dire que le moment est peut-être venu qui marque le début d'une légitime et souhaitable réhabilitation de cet homme. Il est bien sûr à poursuivre le travail d'investigation, de collecte d'informations, de témoignages, de correspondance privée pour mieux approfondir la connaissance de cette figure représentative de notre propre culture. Je crois aussi qu'il faut se battre pour inscrire son œuvre et son itinéraire dans les programmes éducatifs de l'école Amazigh. Je crois aussi qu'il est temps d'honorer comme il se doit sa mémoire en donnant son nom à des institutions de recherche et d'enseignement. Bien sûr, nous ne pouvons rien faire ici à Montréal, à moins que la Fédération des Amazighs d'Afrique du Nord puisse ouvrir une école et donner peut-être son nom. Voilà. Mais en tout cas, je parle un petit peu de ce qui se passe chez nous. Je crois aussi qu'il est temps d'honorer comme il se doit sa mémoire en donnant son nom à des institutions de recherche et d'enseignement. Il faudrait bien sûr, si ce n'est pas un vœu pieux, que les professeurs, chefs de département des universités de Bjaya, Tizi, Bouira, Boumerdes, en citant d'abord celle-là, encouragent et accompagnent leurs étudiants dans leurs travaux de recherche qu'ils pourraient consacrer à Slimane Rahmani. C'est le moins qui pourrait se faire dans le futur pour exprimer les valeurs ancestrales amazighes, la sauvegarde de la mémoire de notre patrimoine passé, la reconnaissance et la gratitude à l'égard des hommes et des femmes, héros connus ou méconnus, qui ont contribué à faire des Amazighs ce qu'ils sont, c'est-à-dire des dignes et fidèles continuateurs, ce qu'il a été. Je termine cet exposé en donnant encore la parole à son neveu Jamil Rahmani, qui a écrit dans son témoignage. Jamil Rahmani a 77 ans, hein? C'est pas un jeune, hein? Comme son prénom pourrait le Jamil Rahmani. Je suis très heureux que de nombreuses personnes s'inquiètent de sa mémoire et réhabilitent cet homme longtemps oublié. Je les en remercie, car il devrait être un exemple. Il est le symbole d'une Algérie plurielle et tolérante qui ne rejette aucune des composantes de son passé. Alors, merci pour votre attention et pour votre aimable patience. Voilà. Je tiens d'abord à remercier Belkacem, Kariban, Arsqi, nous venons de في الميليثاقي nous venons d'Antigatven. سمي قرثاقي ثعنا يون ورقاز إلولنا اسموثنا أوقاس